Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Aymeric Lo, qui est l'entraîneur du Floréum depuis déjà 2 Olympiades, avec la performance qu'on leur connaît, que ce soit sur les championnats du monde en individuel ou aux équipes comme à Paris où ils font une médaille de bronze. Dans cet épisode, on va aborder de nombreux thèmes, comme d'habitude tu me diras, mais là on va parler d'individualité au sein du groupe, comment gérer un groupe, comment construire une carrière et une performance sur le long terme, est-ce que tout le monde est fait pour le haut niveau ou pas, et aussi comment est-ce qu'il va gérer la prise d'information, l'anticipation et la motricité spécifique de l'escrime. Alors oui, on parle d'escrime, mais ne t'en fais pas, c'est applicable dans tous les sports comme d'habitude. N'hésite pas à nous rejoindre sur le club des entraîneurs avant de commencer ton épisode. On est déjà plus de 300 et je compte sur toi pour nous aider à passer la barre des 400. On retrouve Larocque qui nous suit encore dans cette saison et on les remercie. Je vous laisse découvrir ce qu'ils font. Salut! Cette vidéo est parrainée par Larocque. Créé en 1989, Larocque est un fabricant de matériel de sport dédié à la préparation physique pour le haut niveau et le fitness. Larocque est une entreprise française. La fabrication est effectuée dans son usine située en Provence, au pied du Luberon. Toutes les étapes de production y sont intégrées, ce qui permet à Larocque d'aller très loin dans la personnalisation, tant au niveau des finitions que des fonctionnalités. Les ingénieurs de Larocque travaillent en collaboration avec des sportifs, préparateurs physiques et experts en biomécanique et réathlétisation. Le matériel Larocque est fréquemment choisi pour équiper des centres de haute performance en France ou à l'étranger. Le savoir-faire de Larocque s'étend également autour de la rééducation, avec sa société sœur, Genin TechMed, qui fabrique, elle, des équipements utilisés par les kinés, ostéopathes et centres de rééducation. Pour plus d'infos et si vous êtes intéressé, rendez-vous sur larocque.com. Aymeric Lo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu ? Je suis l'entraîneur national de l'équipe de France de fleuret homme, qui a fait médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. Voilà, et je suis entraîneur de l'équipe de France depuis 2009, voilà. Et j'ai franchi des étapes petit à petit, en commençant par adjoint, puis après j'ai fait au fleuret dames, après j'ai fait fleuret au fleuret dames en même temps, et depuis les Jeux de Tokyo, on m'a donné que le fleuret homme. Ok. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les équipes de France? Est-ce que entraîner les équipes de France masculines seniors, c'est plus valorisé que d'entraîner des jeunes ou des femmes, etc.? Oui, forcément, quand tu entraînes l'équipe de France senior, tu es en haut de la pyramide. Après, moi, ça ne change rien pour moi. Je reste un maître d'armes qui connaît le haut niveau, qui connaît la haute performance. Voilà, mais oui, sur l'échelle de la pyramide, oui, je suis en haut de cette pyramide, mais voilà, pour moi, c'est pas important. C'est moi qui suis garant du projet du fleuret en France, mais bon, voilà, j'ai un adjoint, j'ai des entraîneurs dans les pôles francs jeunes, enfin voilà, je suis bien encadré, quoi. Ok, trop bien. Qu'est-ce qui rend performant sur le fleuret et l'escrime, peut-être de manière générale? Qu'est-ce qui est prédominant dans la performance de ces sports-là? L'avantage de notre sport, c'est qu'on a un peu tous les gabarits, on a des petits, on a des grands, on a des gens qui sont plus ou moins rapides, ceux qui sont un peu moins rapides sont un peu plus tacticiens. Moi, je reste persuadé, ce qui est le plus important dans le sport de haut niveau et dans l'autre performance, c'est le mental. Je pense que ça c'est une part importante. De toute façon, on voit bien au jeu, ceux qui arrivent. Vous avez 37 gars qui arrivent aux Jeux Olympiques en individuel. Il y en a à peu près 16 qui peuvent être champions olympiques. Donc, ce qui va faire la différence le jour J, c'est le lâcher-prise, le mental. Parce que tout le monde est prêt physiquement, techniquement, tactiquement. Donc, c'est ce qui va faire la différence. Après, oui, voilà, il faut avoir du cardio en escrime, il faut avoir de la rapidité, il faut avoir de la souplesse, enfin. Mais après, chaque personne va s'adapter à ses propres capacités. Ok. Donc tu fais en fonction vraiment des spécificités de chaque joueur. Alors moi, oui, je suis énormément sur ça, quoi. Voilà, moi, je suis sur la personne. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de connaître la personne pour savoir là où je peux l'amener. Voilà, j'ai 12 gars entraînés. C'est 12 personnes différentes. Et je peux pas me permettre d'entraîner les 12 personnes de la même manière. Donc c'est ça, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus compliqué dans le haut niveau, quoi. C'est, en fait, on gère des personnalités, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que ça peut être des personnalités qui ne correspondent pas du tout, mais il va falloir quand même les faire avancer. Donc voilà, c'est aujourd'hui ce qui me pousse à faire ce métier-là, parce que j'adore
comprendre les personnes, j'adore amener les gens là où ils veulent aller. Donc voilà, moi je fonctionne beaucoup sur ça. Après, je sais très bien qu'il y a des entraîneurs qui ont des discours totalement différents du mien. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça a l'air de marcher, puisqu'on a fait, sur 3 Olympiades, on a fait 4 médailles olympiques. Donc je me dis que c'est pas si mal que ça. Voilà. Après, c'est pas facile tous les jours. Mais voilà, c'est comme ça. Et comment est-ce que tu individualises ou personnalises l'entraînement en fonction des 12 personnes que tu as? Ouais, j'aime bien le mot. Aujourd'hui, on est plus dans la personnalisation parce qu'aujourd'hui, on tient compte du projet sportif, du projet professionnel, aussi du projet personnel. Parce que moi, aujourd'hui, j'entraîne des athlètes. Le plus jeune avait 19 ans et le plus vieux 34 ans. Donc, c'est pas les mêmes personnalités, c'est pas les mêmes vies, c'est pas les mêmes choses. Après, j'ai un petit staff autour de moi, hein, qui m'aide. On individualise sur le plan physique, sur le plan escrime, sur le plan, enfin, toutes les choses qu'il faut dans le sport de haut niveau. Voilà. Et puis il y en a certains qui vont avoir des passes droits par rapport à leur vie. Donc, on gère comme ça. On essaye. En fait, moi, ce qui me semble le plus important dans le sport de haut niveau, et j'en reste de plus en plus persuadé, c'est le projet sportif, du sportif lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec qui n'a pas de projet sportif ou la fille qui n'a pas de projet sportif, qui est là parce qu'il faut être là, parce qu'elle est douée, ça ira pas bien loin. J'en reste persuadé. Après, on est d'accord que le gamin qui arrive, qui a 20 ans, le projet sportif, il arrive à l'INSEP, parce que nous, on s'entraîne à l'INSEP. Bon, ben voilà, il n'est pas capable d'en faire un, ou il va me dire des choses pour me faire plaisir, mais je vais l'aider, on va l'aider à construire son projet, mais avec ce qu'il a besoin. J'ai pas envie, moi, de dire au gars ou à la fille, voilà, il faut que tu fasses ça. C'est à lui d'amener les choses. Et les gens qui ont des vrais projets sportifs, qui sont doués, qui travaillent, arriveront à leur fin au bout d'un moment. Mais je pense que faire son projet sportif dans le sport de haut niveau, c'est déjà la base pour commencer à essayer d'atteindre les sommets. Ok. En fait, c'est devenir la personne que tu rêverais d'être, quoi. Mais si t'as pas de rêve, c'est compliqué. Ouais, en gros, c'est ça que ça. Mais moi, je me suis toujours qualifié comme un accompagnateur. Ouais. Voilà. J'accompagne votre projet. Mon mode de fonctionnement, c'est je propose des choses, j'oublie jamais les gens à faire des choses. Ouais. Je leur propose, je leur dis voilà, il me semble que. Après, comme je leur dis, moi, je me définis comme un chef d'entreprise. Ce que je regarde, c'est le bilan à la fin. Moi, je veux bien que tu me dises que t'as pas besoin de ça. Si tu gagnes des compètes, si tu es performant, si tu progresses, bon, effectivement, je me suis trompé. Mais si à la fin de l'année, je vois que tu passes pas un tour, tu n'es pas capable de passer une première journée et tout ça, demain, il faut que tu m'expliques, quoi. Okay. Donc, je fonctionne beaucoup comme ça et je fonctionne beaucoup dans l'échange, en fait. Voilà, j'aime bien échanger avec les gens, j'aime bien connaître leurs problèmes, pas forcément le fond du problème et savoir qu'il y en a un. Hein, parce que des fois, j'ai des mecs qui arrivent là, ils sont des zombies et ça va? Oui. Non. Si ça va et que t'es pas bon, prends tes affaires. Donc voilà, c'est un tout, c'est une relation de confiance qu'on doit avoir. Mais ça, c'est compliqué. Ouais. Comment tu installes justement cette confiance avec les athlètes? Je discute, j'essaye de les comprendre. J'essaye d'être entre guillemets exemplaire. Un truc tout bête, hein, c'est des choses, quand je les oblige à venir à l'entraînement le samedi matin, pour un physique, même si moi je sers à rien, je me dois d'être là, quoi. J'ai horreur des gens qui sont en retard, donc j'essaye d'être toujours à l'heure. Alors après, je peux avec des réunions et je les avertis tout le temps. En fait, j'essaie d'être exemplaire dans mon métier pour que eux puissent suivre cette trace-là et qu'à un moment donné, si je leur dis un truc, ils ne peuvent pas me dire non, toi tu fais la même chose, quoi. Donc voilà. Après, c'est des gens que je connais depuis très longtemps. C'est voilà, il y en a que j'entraîne depuis qu'ils ont 15 ans, donc aujourd'hui ils en ont 30, 31, ça fait 16 ans que je les entraîne. Petit à petit, ça se met en place. Puis c'est quelque chose qui va se mettre. Nous, l'avantage qu'on a en escrime, c'est que je sais pas si les gens qui vont nous écouter le savent, on a ce qu'on appelle la leçon individuelle. Et nous, c'est un outil fabuleux parce que j'ai l'élève, j'ai l'athlète en face de moi pendant entre 30 et 1 heure. Ok. Et je suis en face de lui, on travaille des coups tactiques, des coups techniques. Voilà, pour nous, c'est fatigant parce qu'au bout d'un moment, physiquement, on craque, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir ce relationnel, allez, on va dire 1 fois tous les 2 jours. Ok. Parce qu'on va leur donner entre 2 et 3 leçons par semaine.
Donc à ce moment-là, je n'ai que lui en face de lui et je ne m'occupe que de lui. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, en fonction de ce que je ressens, bah là, je peux faire une leçon d'1 heure. Et puis à un moment donné, je me dis, la leçon d'1 heure, ça sert à rien en fait. Il est pas bon. Et je dis, tiens, je vais un peu discuter avec lui. Et puis là, on discute. Et puis voilà. Et puis c'est plus facile dans l'échange, voilà. Voilà, okay. Après, on a ce qu'on appelle, on fait beaucoup de stages. J'aime bien faire des stages hors de Paris. Ça permet de créer une cohésion de groupe. Ça permet d'échanger avec les gens. Ça permet de les connaître. Ça permet de voir comment ils fonctionnent. Voilà, on a fait un stage au Portugal en autonomie. On n'était pas dans un hôtel. On avait loué une maison. On avait amené un cuistot avant les Jeux. Bah, j'ai découvert des personnalités aussi. Quand il faut débarrasser, il y en a qui s'en vont vivre. Bon, enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que, avec le temps, c'est comme une relation. Le parallèle, je sais pas s'il va être bon, mais c'est un peu comme une relation amoureuse, quoi. Petit à petit, on apprend à se connaître, on apprend à connaître les défauts de l'autre, on apprend à s'adapter à l'autre, on apprend à avaler des couleuvres sur des choses qu'on ne tolère pas, mais on se dit, bon, ça doit être nécessaire. Voilà, c'est comme ça. Après, moi, j'ai des principes, je ne passe pas outre mes principes. Voilà, généralement, quand on va hors de mes principes, là, c'est là où moi, j'explose. Donc voilà, mais c'est une relation de confiance qu'on doit faire au quotidien, vraiment. Ok. Et justement, tu dis que tu entraînes des athlètes depuis une quinzaine d'années. Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude qui s'installe ? Non. Non, parce que, en tout cas pour moi, je suis un passionné, j'adore ce métier-là. Autant au début, je pense, j'avais beaucoup de doutes sur ma capacité à être entraîneur de haut niveau, je me posais beaucoup de questions. Autant aujourd'hui, ça va faire prétentieux, mais je suis persuadé que je suis fait pour ça. Voilà. Après, par rapport à l'athlète, ce que j'essaye, c'est qu'à chaque Olympiade, j'essaye de changer des choses. Voilà, on a fait champion olympique à Tokyo. Dès le lendemain, je me suis dit, on va pas pouvoir refaire les mêmes choses, quoi. Des choses vont changer, l'approche va changer, et enfin qu'on travaille différemment. Donc, j'essaye de changer des choses, mais des trucs très, très, très basiques, très bêtes pour le commun des mortels. Voilà, à un moment donné, j'étais très sur les leçons d'1 heure. Ouais, je me dis bien, les leçons d'1 heure, c'est bien. Et puis, en fait, je me suis dit, tiens, on va essayer les leçons d'une demi-heure, mais plus dans la semaine. Voilà, on change un peu les choses. J'essaie de jamais faire. À un moment donné, j'étais très... au début, c'était le lundi, on fait ça, le mardi, on fait ça, le mercredi, on fait comme ça, le jeudi, on fait comme ça, le vendredi, on fait comme ça. Bon, mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, on tombait dans une routine, quoi. Donc, en fait, le planning, je le change toutes les semaines. Okay. En fonction des compétitions, en fonction de ce que je ressens par rapport aux garçons ou aux filles quand j'entraînais les filles. J'ai mis l'entraînement sur le samedi parce que nous, en escrime, on était très du lundi au vendredi. Voilà. Et je me suis rendu compte que mettre le samedi, ça permettait d'étaler les charges d'entraînement. Voilà, pendant des années, on faisait des séances d'assaut, des séances de match, on va dire, parce que je sais pas si les gens connaissent les séances d'assaut, les séances de match le soir. Non, maintenant je les mets le matin. Voilà, il y a des fois je les mets le matin. C'est des petits trucs comme ça. Dans la préparation physique, je demande beaucoup à mon prépa physique de faire du physique à base de jeu. Ouais. Voilà, je trouve que c'est hyper important. Autant en début de saison, ça va pas faire plaisir à tous les préparateurs physiques, mais on peut être bourrin entre guillemets. C'est-à-dire qu'on fait des vraies séances de cardio, des vraies séances de muscu. Mais quand la saison commence, ou quand l'approche des grandes compétitions arrive, je pense qu'on doit avoir une approche totalement différente. Et moi, c'est ce que j'avais demandé au prépa physique avec qui je travaille, Robin. Je lui avais dit, on a connu notre sélection au mois d'avril pour les Jeux. Je lui ai dit, à partir de maintenant, je veux que 90% des séances de physique, ça soit que des jeux. Je veux que dans leur tête, ils se sentent bien. Tu te débrouilles, mais je veux qu'ils aient une fraîcheur mentale. Voilà, je veux pas qu'on les contraigne à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. Je suis pas sûr qu'une séance de white bike à fond, les ballons. Ouais. Si tu me dis il faut en faire une par semaine, on va la faire. Il y a pas de souci. Mais les autres, elles doivent être ludiques. Et il faut qu'ils travaillent le cardio, il faut qu'ils travaillent la muscu. Alors muscu, c'est pas facile, hein, mais voilà, ça doit t'adapter. Donc on essaye des choses comme ça. Et je pense que pour les Jeux de Paris, ils étaient frais mentalement, je pense. Voilà. Ouais. Ça, on verra quand on fera le bilan, mais je les ai trouvés très frais mentalement. Mais ouais, j'essaye de changer des choses le plus possible. Après, oui, au bout d'un moment, on est limité. On n'a pas... Oui, une séance de muscu, ça reste une séance de muscu. Quand il faut faire un développé couché, on va pas le faire avec le petit doigt. Oui, ça, je m'en doute bien. Mais voilà, il y a moyen de mélanger des choses. Il y a moyen... Voilà. Alors après...
Je suis pas prépa physique, Mhm. d'accord. En escrime, pendant longtemps, c'était le maître d'armes qui faisait la préparation physique. Donc, on n'était pas très bon dans ça. Moi, aujourd'hui, j'ai une demande, j'ai une commande. Après, c'est le prépa physique qui fait ce qu'il veut. Voilà, j'ai une confiance absolue dans mon prépa physique. C'est génial. Je le connais depuis longtemps. Quand ça me plaît pas, alors pas le contenu, parce que je vais être franc avec toi, je comprends pas grand-chose. Moi. Non, mais c'est vrai. Chacun son domaine. Mais voilà, chacun son domaine. Voilà. Par contre, quand je sens qu'on est allé trop loin dans l'effort, parce que moi, le lendemain, je récupère les mecs cramés pour une séance d'assaut, quand je sens qu'il n'y a pas eu... quand je demande une séance où ils doivent se faire plaisir, j'ai pas eu ça, là, je dis, ça arrive, allez, j'ai la chance, ça doit arriver 2 fois par an, et encore. Voilà. Ah ouais. Donc, ça fait longtemps que je travaille avec lui. Donc voilà, c'est... Mais moi, comme j'ai dit, je suis l'accompagnateur, je suis le manager du projet, de leur projet. Je suis entouré de personnes. J'ai un staff qui est assez... on va dire que le mec il se prend pour un entraîneur de foot. Pour l'escrime, j'ai un bon petit staff qui est assez sympa. Je travaille avec une prof de danse, je travaille avec des prépas mentaux, une diète, enfin voilà tout ça. Et ces gens-là, c'est leur spécialité, je leur fais confiance. Voilà, je veux ça, voilà comment je vois les choses. Là, j'ai travaillé avec mon préparateur physique là, pour la planif de l'année. Je lui dis, voilà, on doit être performant là, là et là. Voilà, allez, maintenant, propose, on fait les microcycles, les macrocycles, tout ça. Là. Et depuis Tokyo, parce que ça, c'est mon mode de fonctionnement aussi, j'ai un prépa physique extérieur qui ne connaît pas l'escrime, qui ne connaît rien à l'escrime, mais qui me donne son avis par rapport à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'en fait, il est plus sur dire, ouais, là, vu que vous avez une compète là, peut-être qu'il faudrait inverser le cycle ou la séance et tout ça. Il n'y connaît rien à l'escrime, mais c'est juste un avis extérieur. C'est-à-dire, par rapport aux charges d'entraînement, lui, il travaille dans le sport de haut niveau aussi, donc il sait un peu. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette volonté de travailler avec des gens extérieurs qui ne connaissent rien à mon sport. Parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as des œillères, tu fonces la tête baissée, et moi, il y a plein de choses dont tu ne te rends pas compte. Et je pense que ça, c'est hyper important, parce qu'à un moment donné, c'est là où on va tomber dans ce que je veux pas, c'est-à-dire après tu fais des trucs à répétition et ça devient lassant, et puis mentalement les athlètes ils disent bon, j'en ai marre et tu t'en rends pas compte. Donc c'est pour ça que j'aime bien toujours avoir un extérieur sur différents domaines. Donc il y a cette personne-là qui travaille un peu avec nous et qui nous... alors attention, hein, on le voit, allez, on va le voir en visio, je sais pas moi, on a dû le voir 5 fois par an, 6 fois par an. Quand on fait des cycles de 6 semaines, à peu près, comme ça on fait nos plannings, comme ça on peut les envoyer aux athlètes, comme ça ils peuvent s'organiser leur vie perso et tout ça, on essaie de travailler comme ça. Mais voilà, c'est un œil extérieur qui m'a beaucoup aidé, comme il y a des gens de l'extérieur qui ne connaissaient rien à l'escrime, qui m'ont aidé à faire mon bilan des Jeux de Tokyo, parce qu'on m'a demandé de faire un bilan des Jeux de Tokyo, et quand t'es dans le truc, t'es content, t'as fait des médailles. Comme là, à Paris, on a fait une médaille de bronze, même si je pense qu'on aurait dû faire mieux en individuel, mais c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, on est content, mais je pense que j'ai raté des choses. Et j'essaye de me faire aider par des gens extérieurs qui ne connaissent rien à l'escrime, mais qui ont toujours, comme tu disais, des questions un peu bêtes. Mais finalement, elles sont loin d'être bêtes, parce que ça permet de rebondir sur des choses que tu n'as pas vues ou que tu ne voyais plus. Donc voilà, je travaille un peu comme ça. Ok, aller chercher un angle d'observation différent de celui que toi tu peux avoir ou ton staff pour découvrir peut-être quelque chose que tu aurais raté. Je trouve ça trop intéressant. C'est toi qui l'as mis en place, ça, qui a eu envie de mettre ça? Oui. En fait, parce que c'est rare. Ça s'est fait un peu au hasard. Par rapport au bilan, ça s'est fait vraiment par hasard. En fait, je vais pas te mentir. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des rencontres un peu par hasard. Oui, j'imagine. Voilà. Le préparateur physique, c'est mon adjoint qui est venu travailler avec moi après les Jeux de Tokyo, qui m'a dit, ah ouais, je connais bien un mec et tout, machin, il a travaillé avec moi et tout, mais il connaît rien à l'escrime et tout. Et puis moi, je sais pas dire non. Et je dis, bon, pourquoi pas, on va essayer, ça peut être sympa. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était un truc très intéressant. Comme le bilan des Jeux, j'ai rencontré des gens via l'Agence nationale du sport qui mettaient des séminaires en place. Dès le premier séminaire, et j'avais une problématique. Bon, j'ai pas réussi à la faire, ma problématique, mais on était pas loin.
qui était comment arriver à faire un champion olympique individuel alors qu'on est travaillé dans un groupe de 12. Ça, c'était une problématique que j'avais. Bon, manque de peau, j'avais 2 mecs en quart de finale qui ont mené, qui ont perdu les 2-15-14. S'ils avaient gagné, ils se rencontraient. Mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. Et voilà, j'ai rencontré ces personnes-là et en discutant, ouais, est-ce que tu as fait un bilan? Ouais, non, oui, j'ai fait ça, ça, ça. Elle me dit, bah, tiens, ça serait bien qu'on se revoie. Je dis, ouais. Puis là, on a commencé à échanger. Et puis elle m'a posé des questions. Je dis, ah ouais, mais ça, j'y ai pas pensé. Enfin, voilà. Mais c'est souvent des rencontres fortuites qui aboutissent à ça, en fait. J'ai l'impression. Oui, tout le temps. C'est une histoire qui revient souvent, ça. Oui. Voilà, c'est des rencontres, en fait. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'aller voir justement des gens de l'extérieur qui n'ont pas la culture de ton sport pour dire, bah, est-ce que toi, tu peux me donner ton avis sur ce que je fais de bien ou de mal, quoi, grosso modo. Et ça dénote aussi une ouverture d'esprit de ta part, du staff, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entraîneurs, tu dois le voir au quotidien, qui n'ont pas forcément envie de confronter leurs idées aux autres pour être sûr d'avoir raison dans leur petit monde. Moi, l'avantage, c'est que j'aurais jamais dû être entraîneur d'escrime déjà, j'aurais jamais dû être entraîneur. Donc je suis arrivé là vraiment par hasard. Et j'avais pas toutes les compétences que peuvent avoir certains entraîneurs et j'ai appris sur le tard. Et j'ai jamais été comment dire, enfin je me remets toujours en question en fait, parce que je suis pas sûr de moi, parce que c'est ma personnalité aussi. Donc voilà, j'ai rien à cacher, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, ouais, bon voilà, on a fait des résultats on peut toujours faire mieux. Ouais, comme je disais, on a fait 4 médailles olympiques sur 3 Olympiades. J'ai un gars qui est double champion du monde individuel. Enfin, on a fait plein de médailles. Donc ça prouve que le travail qu'on fait marche. Après, cacher pour cacher, je veux dire, à un moment donné, moi je suis moi je suis de passage. Je veux dire, le jour où je serai plus entraîneur, c'est que de l'escrime. Comme j'ai toujours dit, Aymeric Clot, on ne saura même pas qui c'est, quoi. Voilà, je ne ferai plus les podcasts, c'est comme ça. Non, mais voilà, moi, je fais ça pour aider les athlètes. Voilà, je consacre ma vie à ça. Ouais, moi, quand on me propose... oui, moi j'aimerais que j'ai des maîtres d'armes qui viennent me voir pour discuter. Mais bon, malheureusement, ils ont l'impression que j'ai le boulard. Alors, je n'ai pas du tout le boulard. Je suis comme eux, en fait. Je suis comme eux, sauf que mon quotidien est différent du leur. Mais je suis exactement... Donc, moi, je ne cache rien, quoi. Okay. Voilà, je m'ouvre, je dis des choses, je fais des erreurs, je fais encore des erreurs, je fais des choses bien. Ouais, c'est comme ça. Quotidien d'entraîneur. Ouais, voilà, il faut pas se prendre la tête. Et c'est que de l'escrime. Il faut arrêter de croire qu'on est des surhommes. Moi, je fais de l'escrime, voilà. On entend parler d'escrime une fois tous les 4 ans, bravo. Voilà, nous, on a fait médaille. Le dimanche soir, j'ai bu une coupe de champagne et puis le lendemain, j'ai récupéré mon fils et je suis parti en vacances. Voilà, c'est pas... Non, mais voilà. Ça change strictement rien. Le but, c'est de faire avancer les mecs qui ont envie ou les filles qui ont envie de réussir. Voilà, c'est tout. Ouais. J'aime beaucoup cette idée de se mettre au service des autres. Bah, c'est un peu le but. Métier, ouais. Bah, de toute façon, les entraîneurs qui font ça pour eux, je suis pas sûr que ça marche. Il y en a avec qui ça va marcher parce que, oui, mais même je les connais pas perso, mais je pense que même les entraîneurs qui ont des grandes gueules, qui ont une aura, ils le font pour les athlètes, ceux qui sont très forts. Moi, les mecs qui se mettent en avant et tout ça, je suis pas persuadé. Après, c'est mon point de vue, je peux me planter. Hein, je n'ai pas la vérité absolue. On partage la même vision. J'ai pas la vérité absolue. Ouais, carrément. Tout à l'heure, tu parlais du ludique, je vais revenir un petit peu là-dessus. Pour que les mecs arrivent frais mentalement. Pour toi, pour qu'il y ait une performance sur des jeux, des championnats du monde, de grands événements, quel état mental tu recherches? C'est vraiment une libération ou c'est des gens qui sont extrêmement fixés sur l'objectif, mais pas sur le résultat? Ouais, je pense que c'est important. Ça sert à rien de dire... Enfin, ça sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, moi, je veux faire ça le jour J. En fait, ce qui est important, c'est les moyens pour faire ce résultat-là. Les moyens, tu les contrôles. Le résultat, tu contrôles quoi, le résultat? Ouais, moi, j'ai envie d'être champion olympique. Bah oui. Il y a les 16 autres mecs qui sont avec toi, les 16 meilleurs mondiaux qui ont envie d'être champion olympique, oui. Mais quels moyens tu vas mettre en place pour être champion olympique? Le jour J. Sur quoi tu vas t'appuyer? Nous, sur l'Olympiade, là, j'avais beaucoup travaillé sur le lâcher-prise le jour J et surtout gérer les temps faibles. C'est-à-dire, à un moment donné,
je suis en difficulté, je vais être obligé de repasser par quelque chose que je maîtrise moins, mais qui va me permettre de revenir sur les choses que je maîtrise le plus. Et on a essayé de travailler sur ça. On a presque réussi, mais bon, force de constater qu'il a manqué des choses, puisqu'on n'a pas fait de médailles individuelles. Donc, mais c'était vraiment mon créneau, quoi. C'était à un moment donné, voilà, je suis dans la... Allez, on va le dire dans la merde, excusez-moi. Excusez pour les auditeurs. Qu'est-ce que je fais, quoi? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas faire ce que j'aime d'habitude. Je peux pas faire mon point fort. Donc, il va falloir que je passe par quelque chose que je maîtrise peut-être un peu moins, mais que je sais faire, mais qui me fait peur parce que je le maîtrise moins. Ouais. Et moi, j'étais persuadé que si on le faisait, si on le répétait à l'entraînement, ça serait quelque chose qu'on ferait sans la peur. Donc voilà, c'était un peu mon créneau. Le bien mal joué. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, c'était aussi le fait d'avoir ce lâcher prise, quoi. Et de se nourrir de ce qui allait se passer. Alors, là, on parle des Jeux Olympiques. On savait que l'ambiance aux Jeux serait énorme, mais on n'avait jamais connu ça. Et il fallait surtout pas qu'il soit inhibé par cette ambiance. Et ça, ils l'ont plutôt bien réussi. Voilà. C'est quelque chose qui a été travaillé déjà à l'entraînement ou... On en a discuté. Ouais. Pardon. On en a discuté. Après, tu peux faire ce que tu veux à l'entraînement. Comment tu fais l'ambiance de 8000 personnes qui crient ton nom. Voilà. Ouais. Après, on a travaillé un truc, c'est vrai. Alors, on a travaillé. C'est un bien grand mot, mais on en a discuté. Parce qu'on avait fait une Coupe du Monde au mois de janvier avant à Paris. Et j'avais dit que voilà, c'était une mini répétition. Et il y a eu un club de supporters qui avait été créé justement pour ça par le CNO, je crois. Okay. Et qui n'étaient pas des connaisseurs d'escrime. Et pendant les rencontres, en fait, nous, l'escrime, c'est... Bon, allez, il n'y a pas un bruit. Il y a des encouragements. Et en fait, on crie quand il y a une touche. Ouais. Voilà. Et en fait, ces gens qui ne connaissaient pas l'escrime, le gars est en train de tirer et en plein milieu de la touche, il est en train de scander le prénom, en fait. Ah, ok. Allez, machin. Et en fait, ils n'étaient pas habitués. Donc, on en a discuté parce qu'ils disaient que c'était hyper perturbant. Donc, voilà, on a discuté. Ils en ont parlé avec la prep mentale et voilà. Mais après, ouais, moi, ça me semblait compliqué de recréer les conditions des Jeux Olympiques. Donc, moi, ce que je voulais, c'était se lâcher prise, que ce jour-là, en fait, je voulais qu'ils repartent des Jeux sans regret, en fait. Voilà, j'ai perdu. Parce que l'autre était plus fort que moi, parce que là, c'est dommage, là, j'aurais dû passer par ce truc-là. Mais bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, c'était mon... Ouais, ils ont mis tous les moyens possibles pour réussir. Voilà. Après le c'est... on contrôle pas. On contrôle pas, quoi. Après, oui, on a beaucoup discuté avec la prep mentale, on a mis un travail en place au quotidien, enfin, pas au quotidien, mais on a beaucoup discuté, en fait. On a beaucoup discuté. Une fois que j'avais les 4 pour les Jeux, on a refait un projet avec eux pour savoir en gros ce qu'ils avaient besoin jusqu'aux Jeux. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça qu'on a retravaillé. Pour l'anecdote, avec plusieurs sportifs qui justement avaient des problèmes dès qu'on est passé sur des grosses salles ou des gros tournois, des grosses séances, j'avais fait une bande audio que j'avais enregistrée pendant une grosse compète et je leur passais à l'entraînement, justement pour essayer de les habituer au bruit, aux encouragements, aux cris, etc. Est-ce que c'est des choses que toi, tu as pu mettre en place ou même pas? Il n'y a pas eu besoin? Non, j'ai pas fait. Ouais. Non, j'ai pas fait. Dans une autre arme, ils l'ont fait. J'ai dit, tiens, je vais aller voir. Ouais, t'es dans ton confort. Ouais. Ça a beau gueuler, mais t'es dans une salle d'escrime. T'es dans... En fait, le truc, c'est que t'es dans ton quotidien, en fait. Donc, t'es dans la salle d'escrime où tu t'entraînes tous les jours. Ah oui, t'entends des bruits. Et finalement, t'es à l'entraînement. T'es contre ta partenaire d'entraînement. Bon, que tu gagnes ou que tu perdes. Oui. Tu vas rentrer chez toi, on s'en fout un peu. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, je suis pas persuadé du truc. Donc, quand je suis pas persuadé, je fais pas. Ok. Donc, j'ai pas fait. Je pense pas que ce soit ça qui les ait... Enfin, on n'a pas été... Enfin, les deux qui perdent en quart de finale, c'est pas à cause de ça. Ok. Non, je pense pas. Les deux sont dans deux cas différents. Hein. Je pense que il s'est un peu crispé au moment, à l'instant T, parce que voilà. Et l'autre, il a fait une petite erreur tactique, mais lui, il s'est nourri. Lui, tu peux le voir. Il prend le numéro 1 mondial, il est mis 10-2. Lui, il se nourrit de ça parce qu'il a toujours été dans ça. Quoi. Il a toujours adoré ça. Okay. Donc, on n'a pas été... et même par équipe, on
On n'a pas été bon, pas par rapport au public. C'est pas ce public qui nous a inhibés parce que notre premier match était très compliqué. On a été très bon sur notre premier match. Donc, c'est pas ça qui a fait que... Voilà, ça, je pense pas. C'est d'autres petits points qu'il faut qu'on analyse, mais c'est pas sur l'ambiance et tout ça. Enfin, je reste persuadé. Et je vois, moi, le Fleuret. Alors, je suis néophyte de très loin. Hein. Je regarde effectivement que pendant les Jeux ou quand il y a comme tout le monde, un reportage sur l'équipe. J'ai l'impression que c'est un sport où il y a besoin de beaucoup de créativité. Ouais, il faut jouer en fait avec l'autre. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille à l'entraînement, cette créativité, ou pas du tout? En fait, c'est toujours pareil. Ça dépend de la personnalité du gars que tu as en face de toi, quoi. Ok. Voilà. Moi, j'ai des mecs, c'est des joueurs dans l'âme, quoi. C'est des joueurs dans l'âme. Ils adorent piéger l'autre, c'est leur mentalité. J'en ai d'autres, c'est pas du tout ça. C'est très carré, c'est très comme ça. Si je fais ça, il faut qu'il y ait ça. Donc, c'est une approche totalement différente. Il y en a, ils vont mettre de la folie. Il y en a, ils pourront jamais mettre de folie. Donc, c'est comment moi, à travers la personnalité de l'athlète que j'entraîne, comment je travaille avec lui. Voilà. Okay. Il y en a, je sais pas si les auditeurs vont comprendre, la seconde intention, c'est pas leur truc. C'est-à-dire, je vais faire croire que pour qu'il fasse ça, je vais faire ça. Voilà. Il y en a, c'est très basique. Donc, on va travailler la vitesse d'exécution, on va travailler les enchaînements, on va travailler... voilà. Mais ça dépend beaucoup de la personnalité de l'athlète. Voilà. Okay. Et le mec qui ne joue pas, tu auras beau essayer de lui faire comprendre. Voilà, donc tu essaies d'un peu développer ses coups forts qu'il va faire. Tu essayes de lui dire, tiens, bon, allez, tu vas souvent ici, essaye juste une fois là, même si tu touches pas. Enfin... T'essayes, mais il sera pas joueur. Voilà, il sera pas joueur. Et t'as beau faire ce que tu veux. Donc, ça sert à rien d'insister, en fait. Ouais. Ça ne sert à rien d'insister. Mais par contre, il a d'autres qualités. Il a une vitesse de main, il a des déplacements qui sont fabuleux. Il a des zones sur la piste où il est très fort, donc on va le renforcer, mais il va pas jouer, le mec. Okay. Et si tu connais pas l'escrime, rien qu'en regardant, tu vas dire, oh là, mais on s'ennuie, en fait. Il y a des gars que j'entraîne, quand tu les regardes, c'est pas fun. Mais par contre, ils touchent. Donc bon, à partir de ce moment-là... Par contre, ceux qui sont joueurs, là, tu leur développes leur manière de jouer. Ouais. Voilà. Mais tu le sens, tu le vois très vite à la leçon. Oui, je pense même il y a des gens à la leçon, moi j'ai des gars à la leçon, il faut faire que de la répétition. Okay. Répétition. Ils n'aiment pas... Je sais pas, un peu qu'on mette des incertitudes. Tu leur mets 2 incertitudes, c'est la fin du monde, quoi. Ok. Mais par contre, oui, ils ont d'autres qualités et on essaie de développer ces qualités. Ok. Voilà. Et dans un collectif, justement, parce qu'on a un sport qui est similaire là-dedans, je suis dans les sports de combat, particulièrement judo, il faut faire une performance individuelle au sein d'un collectif, parce qu'on ne peut pas s'entraîner tout seul dans ces sports-là. Comment est-ce que toi, tu gères ça? J'ai la chance d'avoir un groupe sain, où les gars s'entendent bien. Donc, ça se fait assez naturellement, en fait. Ok. Je peux pas l'expliquer, en fait. J'ai pas de... Je te dis pas qu'ils vont tous partir en vacances, mais ils savent faire la part des choses. Ils trichent pas à l'entraînement, ils s'entraînent, ils se cachent pas. Enfin, si, il y en a peut-être un qui se cache de temps en temps à l'approche des compètes, mais il a pas compris que de toute façon, ils le connaissent. Donc, ouais, ils savent qu'ils ont besoin de l'autre pour s'entraîner. Donc, ça, c'est assez facile. Et quand arrive le jour J, voilà, à partir du moment où ils mettent le masque, il n'y a plus de partenaires d'entraînement, ils y vont. Mais la chance que j'ai, c'est qu'ils savent qu'ils ont besoin les uns des autres. Et ça, c'est une force, quoi. C'est-à-dire que... Tout le monde va essayer de se tirer vers ouais, et puis voilà, les anciens savent que de toute façon, si le nouveau, il progresse pas, lui, il progressera pas. Alors, dans le groupe, c'est différent. Tu vois, les anciens, comme ils restent en haut, ils vont bien pousser le jeune, à le faire même arrêter pour qu'il dégage, comme ça sera plus simple pour eux. Okay. Moi, j'ai pas ce problème-là, c'est-à-dire que moi, les anciens, ils aident les nouveaux. Alors attention, hein, quand les grandes échéances arrivent, oui, chacun pour soi, chacun pense à lui, mais oui, moi j'ai des gars qui prennent les nouveaux sur leur aile, qui vont les aider à progresser, voilà. Mais ils savent très bien que si le jeune progresse, eux, ils progresseront. Ouais. Donc voilà, c'est un échange. C'est pas facile tous les jours. Il y a des couacs, il y a des disputes, il y a des... Voilà, on va pas se mentir. Hein. 12 gars qui s'entraînent ensemble, c'est pas
c'est pas toujours rose, hein, c'est comme la famille. Hein. La famille, c'est pas plat. Hein. Il y a des disputes entre les cousins, entre les frères, les sœurs, c'est comme ça. Mais en tout cas, ouais, j'ai la chance d'avoir un groupe qui est hyper sain de ce côté-là et qui arrive à avancer. Voilà. Après, moi, quand il y a des conflits, c'est à moi de les gérer. Okay. Ça, c'est mon problème. Mais ça veut dire que tu gères plutôt bien les conflits si tu arrives à Oh non, ça m'arrive d'avoir des problématiques. J'arrive pas à gérer tout seul, des choses dont je m'attendais pas. Voilà. J'ai eu un petit conflit avant les Jeux dont je m'attendais pas du tout. Donc, on se fait aider par des gens, on essaie de comprendre. Après, j'ai un peu d'expérience, hein, mais... oui, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, le groupe vit bien jusqu'à présent. On va toucher du bois. Je croise les doigts pour ça. Voilà, en judo, on a un principe qui s'appelle entraide et prospérité mutuelle. C'est, par exemple, tu prends un ceinture noire et un ceinture blanc. Si je suis ceinture noire, je peux faire ce que je veux de toi, en fait. Je peux jouer avec ton corps, nous on appelle ça comme ça. Sauf qu'en fait, si je le fais, tu progresseras jamais, tu vas arrêter. Moi, je progresse plus. Et donc, on est tous les deux, on va être perdants, quoi. Alors que si je descends mon niveau d'un cran, que je t'apprends des choses, quitte à me dire, d'habitude, je suis droitier, là, je vais m'amuser sur toi, je vais être gaucher. Ça va me faire progresser sur mon côté gaucher. Et le mec, à force de l'aider, il va arriver plus ou moins à ton niveau. Et là, tu vas pouvoir, toi, progresser parce que tu as des nouvelles difficultés, etc. On est un peu dans ça, nous. Après, ça dépend des séances, mais c'est vrai que des fois, le gars qui a de l'expérience, l'ancien, qui tire sur un jeune qui vient d'arriver, il va plutôt limiter son jeu, justement, pour travailler des points. Voilà. Après, moi, des fois, je leur dis, aux anciens, je dis, allez-y, hein. Ouais. S'il doit prendre 15 heures, hein. Ça va lui faire du mal, mais il va falloir aussi qu'il apprenne. Après, c'est aussi un bon moyen, quand je sens que le jeune ne fait pas ce qu'il faut. C'est ce que je leur explique quand ils rentrent à INSEP. On va revenir à ce que je disais, ils ont le projet sportif quand ils rentrent à INSEP. En fait, les 2 premières années, c'est un peu, c'est Euro Disney ici, c'est top, c'est génial. On va pas se mentir. Moi, ce que je leur demande, c'est que sur les 2 ans, ils comprennent ce que c'est le haut niveau. Ok. T'as 2 ans pour comprendre qu'est-ce qu'on attend de toi dans le sport de haut niveau. Parce que je sais très bien qu'ils vont faire des bêtises, je sais très bien qu'ils vont pas forcément avoir une hygiène de vie. Voilà. Je veux qu'ils comprennent, voilà, quand je fais du haut niveau, il faut que je sois à 100% là. J'ai besoin de faire du physique, j'ai besoin de faire ça. Peut-être la préparation mentale. Je dois peut-être avoir une hygiène de vie qui doit être comme ça. Voilà. Je leur ai toujours dit, je les empêche pas de faire la fête parce qu'on sait qu'on en a besoin. Mais il y a des moments pour le faire. Voilà. Et c'est pour ça que les 2 premières années, si y a le résultat, c'est mieux. Bien sûr. Mais je m'attarde pas forcément sur le résultat. Je veux qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que la haute performance. Voilà. Et oui, j'ai un exemple concret. J'en ai 2 qui sont rentrés en même temps. Et au bout de 2 ans, j'en ai viré un parce qu'il n'avait pas compris ce que c'était la haute performance et qu'il n'avait rien changé dans sa manière d'être, qu'il s'investissait pas aux entraînements. Alors ouais, il était sympa, hein, mais malheureusement, il n'avait pas compris. Alors que l'autre n'avait pas plus de résultats, mais avait une démarche qui était constructive. Il essayait de comprendre comment ça marchait, il se donnait aux entraînements. Voilà, après il a eu un coup de moins bien la 3e année, parce qu'on va pas se mentir, des fois, on se perd un peu, on se pose beaucoup de questions, et c'est là que je pense que le dialogue est hyper important entre l'entraîneur et l'entraîné. S'il n'y a pas ça, c'est mort, et on en perd beaucoup. Donc voilà, et donc je pense que cette période-là de 2 ans, quand on rentre dans le très haut niveau, elle est importante. Et à partir de là, on peut commencer à construire un projet, un vrai projet. Pour tout ce qui est dialogue, tu fais comment? C'est vraiment pendant l'entraînement, sur des moments importants, ou c'est vraiment des choses cadrées Non. Mais ça dépend. En fait, je ne marche qu'au ressenti. Voilà. Donc, ça peut être... je ne sais pas si ça va plaire dans le podcast, mais ça peut être, viens, on va boire un verre, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Après l'entraînement, viens, il faut que... C'est plus possible. Hein. Allez, ça peut être pendant une leçon, ça peut être pendant une séance d'assaut, ou voilà, ça peut être tu passeras dans mon bureau, j'ai besoin de te parler. Voilà, ça peut être pendant les entretiens. J'aime bien faire un entretien en début de saison, au mois de septembre, et faire un entretien, allez, on va dire vers le mois de janvier, décembre, janvier, pour un peu. En fait, j'ai pas de vérité, quoi. Et par contre, la seule vérité que j'ai, c'est qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Ouais. Voilà. Pas de non-dit. Ouais, pas de non-dit, mais surtout, voilà, j'ai une anecdote. J'ai un gars. Il vient à l'entraînement, il est pas bon, quoi. J'ai dit, ça va? Ouais, ça va. Ok. Il me fait une séance, mais lamentable. Je vais le voir à la fin, là. Je dis, non, mais il y a un problème, là. Non, c'est bon, ça va. Bon, ok. Je dis, écoute, si ça va,
faut que quand même t'en mettes un peu plus, tu vois. Là, la séance, ça servait à rien. Ouais. 2 jours après, même séance, je le vois arriver, une loque humaine. Je dis, mais ça va? Ouais, mais ça va, je suis en pleine forme. Ça a duré comme ça 1 semaine. Hein. Au bout d'1 semaine, à la fin de l'entraînement, faut pas le faire hein, si vous nous écoutez. Je l'ai pris, je l'ai enfermé dans une pièce, j'ai dit, maintenant tu vas me dire ce qu'il y a. Tu ne sortiras pas tant que je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne veux pas savoir le fond, les détails, j'en ai rien à faire. Mais je sais qu'il y a un problème, tu vas me le dire. Non, ça va. 20 minutes, hein. 20 minutes. J'ai dit, on sortira pas. Je ne te crois pas. Bon, ben, au bout de 20 minutes, il a explosé en pleurs et effectivement, il avait un problème. Donc, à partir de là, à partir du moment où j'ai pas voulu savoir le problème, il me l'a dit bien plus tard, enfin après, j'ai dit, OK, t'as un problème. Bon, il m'avait juste dit que c'était un problème perso. J'ai dit, écoute, là, tu t'en vas, je veux plus te voir. C'était, je crois, un mercredi. Je dis, tu reviens que lundi. Tu prends du temps pour toi. Voilà. Mais ça, c'est une adaptation parce qu'à un moment donné, je sens un truc. Ouais. Parce que ça sert à rien de venir s'entraîner quand ça va pas. Et parce que tu les connais. Et puis, il faut arrêter à un moment donné de dire s'entraîner pour s'entraîner. À un moment donné, si là-haut, on n'est pas dispo, bah, tu peux faire tous les entraînements du monde, tu ne progresseras pas, tu n'avanceras pas. Mais parce que ce gars-là, c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer qu'il a des faiblesses, parce que moi, je suis comme ça. Mais mon grand, à un moment donné, oui, tu as une faiblesse, bah, ça arrive à tout le monde, comme moi je peux en avoir, comme tout le monde en a, et qu'à un moment donné, bah ouais, t'es pas dispo à pouvoir t'entraîner. Mais ça a quand même pris 1 semaine. Voilà. Il est revenu le lundi, ça allait un peu mieux, on a discuté de son problème, et puis voilà. Mais ça, si tu t'intéresses pas aux gens, et alors, ça va faire un peu le mec qui a le boulard, mais c'est pas grave. J'ai une qualité, c'est que j'arrive à peu près à sentir les gens. Je me trompe rarement. Je me trompe rarement. Ça m'arrive, hein. Attention, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Des fois, je pense que la personne est bien et elle m'a mis un couteau dans le dos. Mais ça m'est arrivé rarement. Mais j'arrive à sentir les gens. Et j'arrive à sentir les gens avec qui je vais travailler facilement et moins facilement. Voilà. Et c'est là où c'est le moins facilement. Pour moi, ça demande plus de temps. Ça me demande une démarche un peu différente. Mais moi, je suis là pour l'aider. Donc, c'est à moi aussi de m'adapter sur certaines choses avec ces personnes-là. Mais voilà, c'est un peu ma qualité première. Je le dis souvent, mais c'est une vérité. Et est-ce que dans ton... Parce que tu dois sélectionner forcément des athlètes pour venir entraîner avec toi. Est-ce que c'est toi déjà qui le fais, ça? Pour venir à l'INSEP? Ouais. Ouais, c'est moi. Ok. Et est-ce que tu choisis aussi par rapport à la, je veux dire, entre guillemets, facilité que tu auras à l'entraîner ou pas du tout? Non. Ok. Non, parce que là, tu vois, il y en a 2 qui rentrent. Il y en a un, je sais que ça sera facile. L'autre... je sais que ça va être un peu différent, mais je sais qu'il y a du potentiel, en fait. Ok. Ce qui est important, c'est le potentiel, c'est pas moi. Moi, on s'en moque. Moi, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui rentrent, ils aient le potentiel un jour pour faire une médaille olympique. Après, et puis je vais dire un truc, hein, un entraînement, t'es pas éternel. Là, je sais pas comment ça va se passer pour moi, on verra bien, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, le gars va continuer avec une autre personne. Donc ça, c'est pas un souci. Mais non, moi, c'est vraiment le potentiel et de ce que je ressens du potentiel qu'il peut avoir et jusqu'où il peut aller. Voilà. Tu te plantes des fois. Hein. Forcément. Mais, et puis, voilà, il faut pas se leurrer. Quand tu as 12 gars à l'INSEP, les 12 seront pas champions olympiques. On va pas se mentir. Hein. Mais... ça permet aussi de faire grandir les hommes, quoi, aussi. Ça permet certains... J'en ai eu, ça leur permet qui étaient très doués, hein, mais qui, finalement, avec le recul, n'étaient pas faits pour le niveau. Mais ça leur a donné une situation, ça leur a permis de devenir quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, c'est devenir un homme, d'avoir une vie, en fait. Ouais. Mais voilà, moi, je suis vraiment sur le potentiel et de ce que je peux ressentir par rapport à l'athlète. Et tout à l'heure, je trouvais ça intéressant, tu disais, quand tu rentres sur l'INSEP, on lui donne 2 ans pour apprendre ce que c'est le haut niveau. Enfin, je leur donne 2 ans. Parce que les autres, je ne sais pas comment ils fonctionnent, les autres. C'est Emeric qui, dans mes principes, voilà, je te laisse 2 ans pour essayer. Sauf grosse catastrophe au bout d'un an, s'il fait n'importe quoi, qui fait. Bon, voilà. Mais oui, je laisse 2 ans, oui. Et est-ce que c'est des jeunes qui sont passés par d'autres structures de haut niveau en amont ou pas du tout? Ils sont tous passés par un Pôle France relève. Pôle France jeune. Donc ils connaissent tout le temps. Ils connaissent déjà un petit peu. Ils connaissent. C'est très rare. Dans mon arme, les gens qui passent de club à INSEP direct. À l'INSEP. C'est arrivé, hein. Okay. C'est arrivé, mais c'est rare parce que
Même déjà quand il parle d'un Pôle France jeune, Pôle France relève, Pôle France jeune plutôt, à l'INSEP, la marche, elle est énorme. Okay. Elle est énorme. Les jeunes, quand ils rentrent à l'INSEP, je leur prédis, hein, septembre, ça va être génial. On va arriver au mois de novembre, il va faire que pleuvoir. Vous allez prendre que des rousses aux entraînements. Et décembre, c'est dépression. Donc en décembre, il faut discuter si ça va pas. Ça marche tout le temps comme ça. Décembre ou janvier à peu près. Peut-être janvier, parce qu'on a une Coupe du Monde à Paris. Généralement, ça fait premier tour. Donc on sait que derrière, ça va être compliqué. Voilà. Donc ça, c'est un peu le stick de quand tu rentres à l'INSEP. Alors je grossis le trait, mais c'est à peu près ça. Ah ouais. Parce que la marche est énorme. Parce que physiquement, on leur demande plus. Parce qu'au niveau des leçons, on arrive avec quelqu'un, un nouveau maître d'armes qu'on ne connaît pas, alors qu'avec l'autre, on avait ses repères, donc ça met du temps à se mettre en place. Le maître d'armes va pas forcément me faire travailler des choses que j'aime. Voilà. Et puis surtout, quand je suis dans mon Pôle France relève, vu que je suis dans les meilleurs jeunes, les séances d'assaut, je peux le tirer sur une jambe, je gagne tous les matchs. Et là, en fait, je gagne pas un match, je dépasse pas en 15, je dépasse pas le 5. Humainement, c'est compliqué à gérer, quoi. Ouais. Humainement, c'est compliqué à gérer. L'ego prend cher. L'ego prend cher. T'as 20 ans, t'arrives à l'INSEP, t'étais le meilleur chez les juniors. C'est peut-être péjoratif ce que je vais dire, mais tu te retrouves le plus nul du groupe. Voilà. Tu regardes les mecs comme ça, tu te donnes à fond, tu mets pas une touche. Ouais, au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Et que si tu veux pas en parler, parce que j'en ai eu comme ça qui ont pas voulu en parler pendant un an, les gars se sont perdus. Et je pense qu'au bout d'un moment, la santé mentale de l'athlète est hyper importante. Et ouais, il y en a certains qui peuvent aller dans des dérives, la fête, des trucs comme ça. Et puis voilà, moi, je veux pas de ça, quoi. Donc je souhaite, c'est mieux, que les gens me disent les choses, quoi. Après, on voit comment on adapte. C'est intelligent. Nous, on avait le même problème sur le Pôle France jeune, en judo, où ça en avait certains qui venaient de Pôle Espoir, d'autres de clubs, qui étaient bons, qui étaient montés, etc. Et ils passaient de 4-5 entraînements par semaine dans un endroit où ils étaient très bons, à un groupe où ils arrivent première année, ils passent à 10-12 entraînements semaine dès le mois de septembre, avec des mecs avec des filles, qui leur roulent dessus, quoi. Donc, tu les vois, ils débarquent, physiquement c'est dur, mentalement c'est dur, ils sont loin de la famille, ils ont un nouveau lycée, parce que nous il y avait l'internat avec le lycée, et c'est très très compliqué, et on voyait le nombre de blessures, alors, de bobologie, au mois de novembre, justement, nous aussi. Alors à Marseille, il fait un peu meilleur. Oui, il fait meilleur. Ouais. Mais un nombre de blessures, et tu regardes, et en fait, ils ont juste besoin de souffler et de te parler, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais ce système tampon dans le temps prépa physique, et comme en plus on avait une différence d'âge à l'époque qui était assez faible, ils se livraient, ils te disaient, purée, mais c'est dur, quoi. Et c'est l'avantage du prépa physique, en fait. Ouais. C'est que le prépa physique, c'est le confident. Ouais, parce qu'on ne sélectionne pas. Il ne sélectionne pas, il n'est pas méchant, voilà. S'il est pas méchant, ça dépend. Hein. Ouais, mais s'il est malin, le prépa physique, à un moment donné, il va comprendre les choses, il va mettre une série de moins, voilà. Ouais, bien sûr. C'est, mais là, je te parlais de gens qui parlent d'un Pôle France, jeunes, ceux qui viennent de clubs qui passent à l'INSEP, je te dis même pas la marche. Ah ouais, là, c'est même plus le cocon. Là, on est passé du cocon, on lui disait t'es le plus beau, t'es le plus fort. Et puis, c'est toujours pareil. Quand tu es en club, généralement, quand tu es dans ton club, tu es le meilleur, voilà, tout le monde te regarde et tout. Tu arrives à l'INSEP, tu es 1 parmi 12. Hein. Et même ceux qui parlent du Pôle France relève ou Pôle France jeune à l'INSEP, on s'occupait beaucoup de toi parce que tu étais dans le meilleur junior, tu vois. L'entraîneur, il prenait un peu plus de temps avec toi. Là, dans les hiérarchies, tu es 11 et 12. Hein. Il faut que tu suives. Donc, il faut que tu suives. Hein. Ouais. Alors, moi, j'essaie de les accompagner, mais à un moment donné, je ne peux pas rester 3 heures avec eux, quoi. Si tu comprends pas qu'à un moment donné, dans une séance d'assaut, quand tu as 5 matchs en 15 touches à faire, si tu n'as pas envie de les faire, tu vas te laisser toucher, tu vas vite faire ta séance pour rentrer. C'est pas moi qui vais venir te dire, gars, il faut que tu te bouges. Je vais te le dire au bout de 2-3 mois peut-être, tu vois. Je vais venir te dire une fois, attention mon grand, tu vois. J'ai pas toujours les yeux rivés sur toi. Donc c'est à toi de te prendre en main. Et c'est en ça qu'il faut qu'ils comprennent ce que c'est le haut niveau. Et c'est dans cette démarche-là que je veux qu'ils rentrent. Et sur des séances d'assaut, est-ce que toi, tu vas quand même leur donner des objectifs à atteindre? Je dis n'importe quoi, toucher 4 fois l'épaule droite sur lui ou sur elle ou... Ça dépend de la séance. Ça dépend... Mais ça dépend d'eux aussi. Ok. Quand tu fais des séances d'assaut, c'est des matchs comptés. Hein. Donc tu peux faire des assauts à thème, mais bon, les assauts à thème, ils sont pas... Tu vois, c'est pareil. T'as un groupe, des assauts à thème, en fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est, voilà, il va falloir faire telle action et tout ça.
Les gars, comme je te disais, les gars qui adorent jouer avec l'adversaire, tu leur fais faire ça, mais tu les perds. Ouais. Parce que Ça eux, brille non. la créativité. Voilà. Ouais, je comprends. Et donc, c'est eux qui vont créer leur séance. Alors après, il y a certains moments où je fais des séances un peu construites avec la prep mentale du style écris-moi sur 5 papiers 3 actions que tu aimes, 2 actions que tu aimes pas. Enfin, 3 choses que tu aimes, 2 choses que tu aimes pas. Et avant le début du match, je te fais tirer un papier au sort et tu dois essayer de le faire en 15 touches. Tu dois essayer de faire comme tu peux, 5 fois. Enfin, voilà. Après, moi, ce qui m'intéresse, et je suis toujours dans cette démarche-là, c'est OK, on fait une séance d'assaut, finalement, t'as besoin de quoi? Là, à l'instant, là, t'as besoin de quoi? Il y en a, c'est dans leur culture, ils ont besoin de gagner. Donc, il y en a, ils ont besoin de gagner des matchs. Il faut qu'ils gagnent. Ils s'en foutent, en fait, il faut qu'ils gagnent. Donc, tu leur montres qu'au bout d'un moment, faire que ça, c'est pas très bon. Il va falloir qu'aussi tu travailles. Peut-être que tu acceptes de perdre, mais en travaillant. Donc, ça se construit. La prise de risque. T'en as d'autres, ils font que jouer. Ils gagnent pas un match d'entraînement. Mais ça leur convient très bien. Sauf que tu leur dis, OK, tu joues, mais moi, j'aime pas trop comment tu joues là. C'est pas construit, c'est pas. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire. Voilà. J'en ai d'autres. Tu vois, j'en ai un. Il adore se mettre la pression aux entraînements pour pouvoir la gérer plus facilement le jour J. Alors, ça peut être, il sent qu'il a une douleur, il s'en fout, il va y aller. Il a la pression de la douleur parce qu'il sait que, comme il est un peu fragile, il se dit, mais il s'en fout, il y va quand même. Et il s'adapte. Voilà. Mais voilà, les séances d'assaut, ça leur appartient un peu. Alors après, oui, nous, des fois, on fait des thèmes. On peut faire des matchs courts, des matchs longs. On peut faire des trucs par équipe. On essaye de varier les choses. Après, ça reste un sport de combat. Hein, donc, à partir du moment où tu fais des matchs... Des fois, ce que j'aime bien faire, c'est que j'ai pas envie de leur prendre la tête. Aujourd'hui, c'est assaut libre. Vous choisissez le score. Enfin, vous choisissez si vous comptez. Vous choisissez si vous comptez, si c'est 5 touches, 15 touches. Vous faites la pause quand vous voulez. C'est vous qui choisissez. Voilà. Chronométré, arbitré, vous choisissez. Voilà. Et je leur fais confiance. Ils se responsabilisent. Ouais, tu vois, c'est pareil. Quand ils font des matchs à l'entraînement, tu vois les gars, ils prennent des volées, quoi. Voilà. Et ben moi, je les laisse prendre une volée. Je vais pas les voir à la pause, je vais pas les... Et je vais les voir à la fin. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu aurais dû faire? Parce que finalement, le jour J, on va pas se mentir, hein, je suis assis sur mon banc, moi. Ils sont seuls. C'est eux qui sont seuls. Hein. Je peux pas faire grand-chose, moi. Si, je vais adapter, je vais essayer d'avoir un discours à la minute. Tu vois, je suis là pour les encourager, je suis là à fond derrière eux, mais c'est eux qui prennent leurs décisions, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui vais lui dire, la prochaine, tu fais ça. Hein. Parce que si je fais ça, je sais que c'est mort. Donc, c'est à eux de le faire. Donc, j'aime bien qu'ils se responsabilisent déjà à l'entraînement. Et c'est pareil, on revient à ce que je te disais dès le départ. Si tu veux te responsabiliser de quelque chose, ben ça passe dès le départ par je vais me responsabiliser par rapport au projet que je vais faire. C'est un tout, en fait. Tout est calé, tout est encastré, c'est comme ça. Si tu as un projet, t'inquiète pas que tu vas te responsabiliser sur les séances d'assaut, sur les séances de physique, sur les séances de ci, voilà. Si t'as pas de projet, t'es là, t'as un électron libre, tu t'amuses, c'est sympa. Oh, ben tiens, je vais aller faire ma prochaine compète, voilà. Et ça avance pas, en fait. Et c'est ça qui est... Et je pense que c'est un tout qui se construit au quotidien. Ok. Est-ce que tu as déjà croisé des athlètes qui étaient peu responsables et qui finissaient quand même à avoir des bonnes perfs et être champions? Non. Bah, je réfléchis comme ça. Ouais, peut-être un, mais... Et encore. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on doit intégrer dès l'entrée, par exemple, sur un pôle espoir Vous, c'est peut-être pas Pôle Espoir, c'est Pôle France jeune. Pôle France jeune, Pôle France relâche, je sais jamais. Ouais. Je vais me faire taper par moi. Je vais me faire taper dessus. Ouais, c'est pas très... Mais en gros, chez des gamins de 15 ans, est-ce qu'il faut déjà l'intégrer ou est-ce que ça arrive plus tard et c'est pas très grave? Ouais, non. Je pense qu'on peut mettre en place des choses dès le plus jeune âge. Ouais. Le projet sportif... Aujourd'hui, la problématique qu'on a dans notre sport aujourd'hui, c'est quand ils sont dans un pôle France, chez les jeunes, qu'est-ce qui est important? D'être performant chez les jeunes?
Est-ce que c'est d'être formé pour arriver chez les seniors forts? Est-ce que c'est les deux? Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à répondre à cette question chez nous. C'est un peu compliqué, hein, parce que... Dans tous les sports, je crois. Mais je pense que c'est dans tous les sports. Parce qu'il y a un problème de performance-détection. C'est comment est-ce que je détecte quelqu'un qui est bon ouais, s'il n'a voilà. pas performé avant. C'est un peu compliqué. Par contre, moi, je reste persuadé que dès le plus jeune âge, il y a des choses à mettre en place. Tu vois, bon, là, on a commencé à mettre quand même la prépa physique chez les jeunes, ça c'est bien. Je pense que la prépa mentale, on peut commencer sur des choses très simples. Sur la gagne, sur la gestion du stress en compétition. Voilà, leur apprendre très tôt que le stress, ça fait partie du jeu, qu'ils vont avoir peur, mais que ça doit les aider. Et c'est des petites choses qu'on peut mettre en place très tôt, en plus de l'escrime pur, hein, en ce qui me concerne, enfin, ce qui concerne mon sport. Mais je sais pas. Nous aussi, chez nous, il va falloir aussi qu'à un moment donné, on arrive vraiment à... Le fleuret a changé, quoi. Et je trouve que la formation... je vais me faire des amis, là. La formation aujourd'hui dans les clubs, elle est en décalage par rapport à ce qui se fait au haut niveau. Ok. Donc vous avez des athlètes qui sont plus préparés au fleuret actuel, quoi, c'est ça? Ils sont moins bien préparés au fleuret actuel aujourd'hui. Voilà. Et il va falloir qu'à un moment donné, on arrive à se réunir et qu'on en discute parce que moi, je vois les étrangers, maintenant, ça devient très, très fort. Okay. Nous, on est encore bon parce qu'on a une vraie école, on est vraiment... Mais petit à petit... ils grignotent. Ils grignotent, tu vois. Mais tu vois bien même au très haut niveau aujourd'hui. Hein. Enfin, le champion olympique au fleuret, c'est un Hongkongais, hein. Il est double champion olympique. Hein. Les Japonais arrivent, alors là, on te dit, il n'y a pas les Russes. Oui, mais t'as les Hongkongais, t'as les Japonais, t'as les Coréens... aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations, quoi, comme il y a 20 ans, quoi. Donc, les Américains, ça fait quand même 2 Olympiades où ils font pas de médaille, hein, mais enfin, si, ils ont une individuelle, ils sont costauds, hein. Et puis, tu as les jeunes qui arrivent derrière. Alors oui, après, le système n'est pas le même, ils font pas les scrims pour les mêmes raisons. Bon, après, ça, c'est chacun ça tambouille. En termes de performance, ouais. Donc, je pense que dans les pôles France, il va falloir qu'on continue à progresser sur des choses un peu. Après, le système scolaire aussi, il nous aide pas. Hein, c'est compliqué, on va pas se mentir. Hein. Quand tu vois que dans les pays étrangers, à 14h ou 15h, ils ont fini, ils peuvent s'entraîner, nous, c'est plus compliqué. Mais c'est à nous aussi de nous adapter, hein, de voir comment on peut faire. Après, je pense que c'est une démarche des entraîneurs. Moi, j'ai travaillé en club, on faisait des leçons hors créneau, des cours classiques. Mais c'est une politique du club, ça demande des moyens, voilà, c'est un peu différent. Tu parlais de formation, comment est-ce que toi, tu arrives à te former au quotidien? Est-ce que tu fais une formation par an, par exemple? Non, j'ai pas le temps. Voilà. J'ai pas le temps, mais je m'inspire beaucoup j'aime bien lire des livres de grands entraîneurs. Ça, j'aime bien. Puis j'essaie de comprendre comment fonctionnent les autres. J'ai fait beaucoup de séminaires avec l'Agence nationale du sport. J'ai rencontré beaucoup d'entraîneurs qui ont un palmarès qui est beaucoup plus étoffé que moi, dans des sports co aussi. Hein. Et j'aime bien discuter avec eux, échanger avec eux, voir comment ils voient les choses. Après, par rapport à l'escrime pur, je regarde des vidéos, je vois comment évolue notre sport, j'essaie de voir comment nous, on peut évoluer, sur quoi on doit changer, voilà. Après, aujourd'hui, sûrement, il y a des choses sur lesquelles je dois m'améliorer, peut-être sur le management et tout ça, mais pour l'instant, ça marche. Puis, je vais pas te mentir, hein. L'entraînement, ça me demande beaucoup de temps. Et qu'à un moment donné, j'ai aussi une vie perso. Ma vie perso, c'est mon petit de 7 ans que je vois pas souvent. Donc, dès que j'ai du temps libre, c'est pas pour aller faire une formation, c'est pour être avec lui et m'occuper de lui. Donc voilà. Après, je discute aussi avec mes collègues des autres armes. Je m'inspire d'eux. Voilà. Nous, par exemple, le combat au milieu de piste a beaucoup évolué depuis une certaine année. Donc, je me suis inspiré du sabre parce que le sabre, ça va très vite, ça se passe qu'au milieu. Donc, je discute avec les gens. Voilà, c'est comme ça que je me forme. Okay. Je me forme de moi-même. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Hein. J'ai pas fait beaucoup de formation, en fait. Je me suis formé avec les autres, j'ai écouté les autres. Vu que je me sentais pas légitime, j'en faisais plus que les autres. Mais voilà, je fais comme ça, c'est ma mode de fonctionnement. Ouais, j'aime bien.
Tu parles de vidéo, est-ce que tu fais de l'analyse vidéo avec tes gars aussi, ou que toi dans ton Alors, coin j'ai toujours eu un problème avec la vidéo, moi. Ouais. Pas pour moi, pour les athlètes. En fait, je me suis rendu compte que quand tu dis à un athlète, allez, on va faire de la vidéo, ça sert à rien. Voilà. Je pense que ça doit être une démarche perso. C'est à lui de me dire, j'aimerais faire de la vidéo parce que j'ai envie qu'on voit ça. Parce qu'en fait, tu leur dis, on va faire de la vidéo. T'as vu, t'as fait ça, t'as vu, t'as fait ça. Et puis le mec, il te regarde, ouais, t'as raison, t'as raison. Mais en fait, il se passe rien dans sa tête. Ouais. Et je pense que alors, il y a des moyens. Je pense que si je suis encore entraîneur pour la prochaine Olympiade, j'en ferai plus différemment. Pas forcément individuel. On en a fait pour le par équipe, où j'aimais bien, en fait, réunir les cadres de l'équipe, mettre un match. Je dis, maintenant, moi, je le dis, et c'est vous qui échangez. Et c'est eux qui se disent les choses. T'as vu, là, t'as été bon, là, t'as pas été bon, ouais, tu aurais dû faire comme ça. Moi, je dis rien, en fait. Moi, ok, c'est bon, vous avez fini, allez, bon, merci, ça dure 1 heure, on s'en va. Sauf si j'ai un truc important à dire, je leur dis. Ouais, je pense que je vais utiliser un peu plus la vidéo sur les leçons avec les gars, pour essayer qu'ils voient un peu plus leurs défauts. Mais c'est vraiment une démarche personnelle. J'ai des jeunes qui adorent faire de la vidéo. Les anciens, ils sont pas trop dans la vidéo. Okay. Ou ils vont en faire tout seuls chez eux, les plus anciens. Mais c'est vraiment une démarche perso. Voilà. Parce que tu te mets avec ton ordi à côté de ton élève. Tu dis, allez, c'est parti. T'as vu là ouais. Tu dis, t'as vu là, il te dit oui. En fait, il sait pas si tu parles de lui ou de l'adversaire. Enfin, voilà. Donc, c'est... voilà. Après, j'aime bien aussi travailler sur la vidéo les peu de fois où je l'ai fait. Enfin, j'en ai fait, attention, hein, avec quelqu'un où j'essaie de lui montrer les attitudes qu'il avait quand il était dans le bien et quand il était vraiment dans le pas bien. Juste pour lui montrer, regarde la différence. Tu vois, ça prend 20 minutes, ou je le faisais même pendant une séance d'assaut, je mettais la vidéo dans un grand écran l'INSEP, voilà. Mais moi, je l'utilise beaucoup pour moi, en fait. Énormément. Ouais. J'ai discuté avec un prépa mental qui était sur les Jeux Para, et il me dit qu'en fait, lui, il avait une joueuse de tennis qui, à chaque fois qu'elle jouait avec le public, perdait le point suivant. Alors, ils avaient remarqué ça déjà dans les tournois, et il lui dit, etc. Et elle lui dit, non, mais moi, ça me met super bien et tout. Et en fait, finalement, elle lui a dit, ouais, effectivement, c'est vrai que quand je joue avec le public, en fait, je me mets une telle pression de ne pas rater que je rate. Et donc, lui, il utilise la vidéo sur ce genre de choses. Alors, pourtant, c'est un prépa mental, donc c'est assez drôle, tu vois. Donc, pour révéler des petits défauts que la personne fait et dont elle n'a pas forcément conscience. Sur, j'en sais rien, en escrime, par exemple, si il avance d'une telle façon, je vais toujours avoir la même réaction et je m'en rends même pas compte et je crée des ouvertures. Ben là, ça peut être intéressant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pour ça. Ouais. Mais moi, c'est pareil. J'utilise des fois les retours de compète, je regarde des matchs, il y a des trucs que j'ai pas... Généralement, quand tu as fait la compète, que tu as coaché le mec... Ouais, tu l'as vu. À 90%, tu t'en souviens du match. Hein. Ouais. Mais des fois, il y a des petits trucs, des attitudes, des choses que j'ai loupées, voilà, et qui me permettent de rebondir sur la leçon d'après pour voir un peu comment on peut travailler. Est-ce que tu utilises aussi des routines, par exemple à l'échauffement, des choses comme ça, que tu mets en place, ou ça c'est vraiment individuel et chacun fait ce qu'il veut? C'est-à-dire? Par exemple, j'en sais rien, tu vas dire on fait un échauffement collectif, puis après vous partez sur l'individuel. Est-ce que chacun a sa routine? En fait, chacun sa routine. Le prépa physique, il leur a mis des routines par rapport à leurs différentes pathologies, donc ils ont leur routine. Donc c'est eux qui s'échauffent généralement avant une séance d'assaut tout seuls. Alors, on va pas se mentir, tu vois, par exemple, ils aiment bien faire un tennis ballon. Voilà, ça, c'est leur ballon d'oxygène avant la séance d'assaut. Donc, je sais qu'ils vont faire leur tennis ballon, on va arriver sur les premiers matchs de l'entraînement, ça sera pas ça, mais ils ont besoin de ça pour être bien mentalement. Donc, je l'interdis pas, le tennis ballon, je les laisse faire. Il y en a qui n'aiment pas du tout ça, donc ils vont être très... Ceux qui n'aiment pas jouer, ils vont être très comme ça, ils vont faire leur routine et tout ça. Donc ça, c'est très perso. Très, très perso. Voilà. Après, moi, ce qui m'importe, c'est que le jour J, ils savent s'échauffer. Voilà. Mais ça s'apprend chez les jeunes. Petit à petit, on leur apprend. Les anciens, ils ont leur routine, ils font comme ils sentent. Voilà. C'est totalement... Ça dépend des personnes. Donc, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus, finalement, sur le bien-être mental que sur des précisions qui, parfois... je vais pas dire gâche la vie, mais pas loin, quoi. Ouais. Bah après, des fois, quand je sens qu'il faut pas, je leur dis. Hein. On reprend le tennis-ballon. Des fois, je dis non. Là, non, les gars. Là, vous faites un vrai échauffement. Voilà, ça peut être aussi une colère de ma part. On a fait un tennis-ballon la fois d'avant. La séance, elle elle était nulle. Bon, bah, les gars, à un moment donné, il faut arrêter de
de me prendre pour un imbécile. Donc là, il n'y a pas de tennis-ballon. Voilà. À un moment donné, là, tu vois, pendant la préparation des jeux, j'ai interdit les tennis-ballons jusqu'au jeudi, après les compètes, par exemple. Parce que je chantais que, tu vois, après les compètes, et surtout comme j'ai un peu des vieux, je sentais que, tu vois, il y avait des petites pathologies, donc j'interdisais ça. Voilà, voilà, c'était pas un problème. Voilà. Mais, tu vois, on a fait un stage, comme je te disais, un stage au Portugal. On avait une grande terrasse. Bon, ils se sont débrouillés à installer un filet sur la grande terrasse, à jouer en plein cagnard pieds nus, à faire des tennis-ballons, quoi. Voilà. Bon, ils en avaient besoin. Ok, bon, allez, on va faire le tennis-ballon. Allez, on faisait ça après manger, 14h à 40 degrés, mais ils étaient contents. Voilà. Mais bon, mais non, mais après, je précise aux gens qui vont nous écouter que c'est pas la fête du slip. Hein. Ils font pas ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Je fixe aussi des règles. Hein. Il y a des règles de vie. Il y a plein de choses comme ça. Hein. Mais oui, j'écoute leurs demandes. Voilà, c'est un échange. Mais quand j'estime que il n'y a pas besoin de ça, quand j'estime qu'il y a besoin de ça, je le dis et voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas. Après, oui, il n'y a pas les mêmes statuts dans un groupe. Voilà. Il y en a le mec qui est double champion du monde et qui me dit bah là, est-ce que je peux pas faire l'escrime, je préfère prendre une leçon parce que j'ai une. Oui. Le jeune qui vient de rentrer à NCEP au bout de 6 mois qui dit ouais, là, je me sentirais. Ben non, mon gars, tu vas faire comme je te dis, pour l'instant. Après, quand tu auras ton palmarès étoffé, on en rediscutera. Voilà. Et l'adaptation, oui, bah, elle est plus ample pour certains que pour d'autres. On va pas se mentir. Il y en a certains qui se connaissent mieux que d'autres aussi. Oui. Puis l'adaptation chez un jeune qui vient de rentrer à l'INSEP, elle est très, très infime, mais c'est comme ça. Voilà. C'est un passage. Mais je leur dis, je leur mens pas. Je pense que, ouais, je fixe les règles d'entrée, j'explique les choses. Ok. Et l'escrime, c'est... Pareil, tu me dis si je me trompe parce que je suis vraiment pas spécialiste, mais c'est un sport beaucoup d'anticipation, parce que ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps vraiment de réagir. Comment est-ce que ça, tu peux le travailler à l'entraînement ? Est-ce que c'est vraiment inné ? C'est des gens qui sont doués pour ça. Il y en a qui le sentent beaucoup. D'ailleurs, on dit les mecs qui sentent l'escrime, ils le sentent. Après, alors, ça, c'est ma leçon à moi. Après, tu vas voir la leçon... tu as la leçon des maîtres d'armes qui est très carrée. C'est de la répétition, c'est de la gestuelle. Moi, c'est plutôt sur la gestion des incertitudes. Ouais. Voilà. Il faut régler les incertitudes. Tu pars sur une action, voilà, tu fais une action, mais dis-toi que la réponse en face, tu auras 10 adversaires, elle sera 10 réponses différentes. Donc, comment tu t'adaptes ? Et on travaille sur ça, en fait. Et moi, j'aime beaucoup travailler sur ça, sur les incertitudes. Alors, tu as le mec qui a un palmarès étoffé, qui a de l'expérience, qui va t'en gérer des tonnes. Et puis, tu as le petit junior qui, au début, on va en gérer 3-4. Mais voilà. Et moi, je travaille beaucoup sur ça. Sur ça. Et après, on a un travail technique sur la décoordination. Enfin voilà, on essaie de s'adapter en fonction des gens qu'on a en face. Qu'est-ce que tu appelles la décoordination ? Ça m'intéresse beaucoup. En fait, aujourd'hui, ce qui est important dans l'escrime, il faut rentrer dans la distance et gagner sa distance. En fait, c'est un travail de l'autre, il veut sa distance, toi tu veux ta distance, et il faut arriver à rentrer dans cette distance et avoir sa distance. Comme tu es en boxe. Pardon ? Comme en boxe. Comme en boxe, exactement. Ah ouais. Et il faut savoir, au niveau des déplacements, être décoordonné pour avoir des changements de rythme différents. Aujourd'hui, en escrime, quand tu commences l'escrime, on te dit quand tu fais une marche, tu fais avant-arrière. Quand tu fais une retraite, tu fais arrière-avant. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. Tu peux démarrer du pied arrière, pied avant. Tu peux faire un pied avant, pied arrière, pied avant. Enfin, il y a plein de choses pour gagner ta distance en ayant des rythmes différents. Et c'est sur ça qu'il faut aujourd'hui qu'on s'améliore et qu'on travaille beaucoup sur ça. Parce que il faut que tu rentres dans la distance. Voilà. Dis-toi que tu as un mec en face de toi, une fille en face de toi qui bouge. Donc, il faut que tu gagnes ta distance. Tu peux pas gagner ta distance en ayant le même rythme. Voilà. D'où le travail de danse. Alors non, le travail j'aurais bien aimé, mais le travail de danse, c'est pas du tout ça. C'est une prof de danse avec qui je travaille, qui va travailler. Elle connaît rien à l'escrime, hein, mais que j'avais rencontré en 2014, je crois, ouais. Et en fait, elle travaille sur... moi, ce qui m'intéressait, c'est que sur les appuis, parce que nous, les appuis, c'est hyper important. Ouais. Donc, et en discutant avec elle, on s'est rendu compte que dans les mouvements d'escrime, en fait, ils n'utilisent pas le bon muscle. Ok. Tu vois, sur une fente, par exemple, ils n'utilisent pas le bon muscle. Voilà. Et donc, elle travaille sur ça et elle travaille aussi sur décoordonner le haut du bas. Donc, voilà. Donc, c'est sa sauce. Elle fait... Moi, j'ai dit, voilà, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Donc, voilà. Et elle regarde les gars. Elle dit, ah oui, effectivement, lui, il manque ça. Tu vois, moi, j'en ai un. Il est tout de travers et tout ça.
La première fois qu'elle l'a regardé, elle m'a dit, mais il a des appuis fabuleux, ce mec-là. Ok. Bon, je m'en doutais un peu, mais bon, je suis pas expert. Bon, voilà, donc elle travaille sur ça, tu vois, j'ai des mecs, c'est des blocs, tu vois, il n'y a pas de relâchement en bas, donc elle travaille avec eux, mais c'est toujours pareil. Je propose, elle explique comment elle voit les choses, ce qu'elle attend d'eux, et après, c'est eux qui disent oui ou non. S'ils n'ont pas envie de le faire, ils le font pas. Moi, j'oblige pas. Voilà. Après, sa démarche, elle est très particulière parce qu'elle les met devant quelque chose que le sportif de haut niveau n'aime pas, c'est devant les défauts, quoi. Donc, elle travaille beaucoup en collaboration en même temps avec la prep mentale. Okay. Parce que quand tu fais une séance d'1 heure et qu'on te dit pendant 1 heure, bah non, ça, c'est pas 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 ça. Non, c'est pas comme ça. Les sportifs de haut niveau, quand même, ils ont un petit ego quand même. Hein. Ils ont un ego un peu, voilà. Et c'est compliqué. Donc, on essaie aussi de replacer dans le contexte avec la prep mentale. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe que l'on fait. Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais, elle fait jamais une séance à part. C'est-à-dire que sa séance est toujours suivie d'une leçon d'escrime ou d'une séance d'assaut pour mettre de suite en application ce qu'elle a travaillé. Voilà. Donc, elle nous dit généralement soit à mon adjoint, soit à moi. Je dis mon adjoint, mais en fait, on est pareil. Hein, ce que j'ai toujours dit. Hein. La seule différence entre lui et moi, c'est que moi, excusez-moi, j'ai les emmerdes. Et pas lui, c'est la seule chose. Mais on fait la même chose, on fait les mêmes horaires. Poste, mais voilà. Et donc, ce travail-là est toujours accompagné d'une séance d'escrime derrière. Plutôt une leçon parce que ça permet de se concentrer sur ce qu'elle a, la clé. Parce que sur une séance d'assaut, c'est plus compliqué. Sauf si tu as beaucoup d'expérience comme certains. Mais donc voilà. Mais c'est toujours pareil. Moi, j'ai ressenti un besoin par rapport à l'athlète pour lui. Je lui propose. Je n'ai jamais forcé quelqu'un à faire. S'il n'a pas envie, il ne fait pas. C'est pas grave. Ok. C'est des séances collectives? Non, individuelles, d'1 heure. Ok. Voilà. C'est des choses que tu fais régulièrement? Enfin, qu'ils font régulièrement? Pardon, excuse-moi. 1 fois par semaine. Ah ouais, quand même. Quand on peut. Génial. Parce que, bon, après, les inconvénients, c'est qu'elle travaille pour l'INSEP, donc elle n'a pas que l'escrime. Donc, c'est compliqué. Voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de fédés qui vont chercher des profs de danse pour travailler de coordination d'appui. Ouais, mais moi, de sport qui m'en parle. Moi, je l'ai rencontré vraiment par hasard encore quand j'ai passé ma titularisation de mon professeur de sport. Je devais faire un truc sur le sport au féminin, c'était mon dossier, parce que je travaillais à l'époque déjà avec du fleuret d'âme. Et on m'a dit, bah, tiens, va voir cette personne-là, tu verras. Et en fait, j'ai fait le lien de suite avec mon sport. De suite. Et donc, à l'époque, j'étais que adjoint. Donc, mon chef à l'époque m'a dit, non, écoute, on va pas commencer à 1 an et demi des jeux, ce que je comprenais. Hein. Et quand je suis devenu responsable, j'ai dit, il faut que je la recontacte et qu'on puisse travailler ensemble. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, voilà, après, elle fait beaucoup de séances d'étirement. Enfin, voilà, c'est tout un panel qui est très complet. Et on voit les... Et elle, c'est pareil, hein, elle connaît rien à l'escrime. Elle a appris les mouvements, les 3 mouvements hein, d'escrime. Et elle aime bien voir les vidéos. Et quand elle voit les vidéos, elle ne voit que les attitudes. Elle me dit, oh là là, là, tu as vu, regarde, les épaules, elles sont remontées, c'est pas bon. Je savais que là, il était pas... Et voilà, et petit à petit, elle travaille et elle construit ça avec des athlètes. C'est super intéressant. Ouais, c'est travail justement de posture. Mais elle travaille sur les postures. J'ai dit prof de danse, mais elle va pas aimer. Elle est sur le geste, je sais plus exactement son... Je dis ma prof de danse, parce qu'elle était danseuse, mais voilà, c'est... Elle se reconnaîtra dans tout le... Voilà, elle va se reconnaître. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu avais envie d'aborder Non, j'aime bien tes thèmes, moi. Si t'en as d'autres, vas-y. Non, j'ai pas de thème. Sur le travail de vitesse de prise d'information, je reviens un peu là-dessus. En préparation physique, est-ce que tu demandes des fois à ton prépa physique de développer leur vitesse? Oui, il le fait sous forme d'exercice. Oui, après, la vitesse, tu peux pas la développer à l'infini. Hein. Donc, on sait très bien qu'à un moment donné, tu vas pouvoir l'améliorer par rapport au relâchement, mais dire, ton muscle, il va pas, c'est pas parce que tu fais pas d'exercice qu'il va passer de, je dis n'importe quoi, de 20 km/h à 100 km/h sur l'allongement du bras. On le sait très bien. Ouais. Mais oui, il fait des exercices comme ça. On avait commencé un peu à travailler. On s'est rendu compte en discutant, mais on l'a mis en place très tard. On verra, peut-être qu'on continuera sur des exercices de vision. En fait, il y a le premier qui a fait ça, qui a beaucoup fait ça, c'est Djokovic. Ouais. Voilà. Et on a rencontré des personnes qui faisaient ça.
Au début, j'étais pas persuadé. Et puis finalement, je me rends compte que la vision périphérique, la vision centrale, il y a moyen de travailler ça sur les échauffements pour certaines personnes. Et je pense que c'est un travail qu'on va pouvoir mettre en place. Mon préparateur physique a commencé à travailler sur une formation, sur des petits exercices très simples, attention, sur des trucs, voilà. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir, qui a fait des exercices. Moi, aujourd'hui, bon, je sais plus comment s'appelle cette personne. Moi, j'ai un athlète qui l'a fait aussi, qui est allé le faire en Suisse avec quelqu'un qui travaille avec des pilotes de Formule 1, je crois, un truc comme ça, qui lui avait ce besoin, qui m'a dit, je veux le faire. Je dis, ok, vas-y. Par exemple, il m'a demandé 2 jours pour aller en Suisse pour aller travailler. Je dis, vas-y, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, mais voilà, il est comme ça. Mais je trouve qu'il y a une chose, ça peut être très intéressant. La seule chose, j'ai posé la question et la personne encore m'a dit, effectivement, il faudrait qu'on y réfléchisse, c'est quand tu as un masque. Parce que quand tu as un masque, c'est pas quand je te regarde comme ça. Alors, tu y vois, hein, mais est-ce que la vision, voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a un travail d'entraînement à faire sur la vision qui peut être intéressant. Sur, qu'est-ce que regarde l'athlète? Est-ce qu'il regarde le général? Est-ce qu'il regarde la cible? Chacun est différent. Donc, je pense que ça, il y a un truc à faire. Il n'y a pas encore eu d'études sur ça? Non. Okay. Non. Ah, j'aurais pensé. Non. Il y a des gens, enfin, il y a des gens qui sont venus. Sport, il y en a, Ouais, il y a dans d'autres sports, mais les gens se sont intéressés à l'escrime, mais effectivement, on dit qu'il y avait des choses à mettre en place. Et au début, je te dis, j'étais pas convaincu, mais en discutant avec eux, en voyant leur approche, en voyant comment ça pouvait se passer, tu vois, par exemple, c'est tout con, hein, ils sont venus, ils ont fait des tests, tu vois, de vision. Bon, il y en a, il s'est rendu compte qu'en fait, il était, je sais plus quoi, myope ou je sais pas quoi, en fait, il ne savait pas. C'est con, hein. Ouais. Mais on s'est rendu compte de ça. Ah ouais, donc, tiens, on va un peu changer les choses, là. Mais voilà, c'était juste l'exemple anecdotique, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire, vraiment, dans ce domaine-là. Je me suis formé en neuro, et effectivement, sur certains profils, le travail oculaire change pas mal de choses. Voilà, et c'est ça qui m'a convaincu. Effectivement, sur d'autres, ça ne changera strictement rien. Mais c'est toujours pareil. Mais c'est toujours pareil. C'est pour ça que c'est un panel qui est très complet, l'entraînement, parce que pour une personne, il y a 4 trucs qui vont marcher. Sur l'autre, sur les 4, il n'y en a que 2, mais il y aura 2 autres. Et c'est comme ça que tu fais avancer les gens. On discutera en off, je te présenterai des mecs qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Moi, une question qui m'a toujours intrigué en escrime, c'est pourquoi on hurle autant dès qu'il y a une touche. Est-ce que c'est pour impressionner l'arbitre ou l'adversaire, ou c'est culturel? Ça dépend. Ça dépend des sports. Enfin, ça dépend de l'arme, on va dire ça, pas des sports, de l'arme. Oui. Parce que tu prends l'épée, par exemple, les mecs, pendant 1 minute, ils préparent leur action, ils sont hyper focus et tout. Quand tu touches, tu es obligé de libérer. Voilà. Okay. Dans mon sport, c'est à peu près le même principe. C'est en fait, tu libères quelque chose, tu es en train de te concentrer, tu es focus sur ce que ça va faire. À un moment donné, tu mets la touche, tu as envie d'évacuer. Après, comme tu as dit, ça peut être aussi pour influencer l'arbitre. Des fois, tu sens que la touche, elle est litige. Tu vas gueuler un bon coup pour dire, bon, attends, je vais lui montrer que je sais ce que je fais et que je suis sûr de ce que je fais. Mais ça dépend des personnes. Il y en a qui gueulent jamais, hein. Pardon, qui ne crient jamais. Tu peux dire gueule, t'inquiète. Ouais, qui ne gueulent jamais. Non, mais voilà, il y en a qui gueulent jamais, mais ça dépend. Okay. Mais c'est vraiment, t'es concentré. Au SAP, par exemple, ça va tellement vite. Ouais. Ils crient parce que le SAP, c'est tellement... des fois, même moi qui comprends un peu l'escrime, j'arrive pas à comprendre leur arbitrage. C'est possible, je pense, pour montrer à l'arbitre que j'ai raison, quoi. Ouais, j'ai mis un engagement, parce qu'en plus, l'engagement est très important. Ouais. Donc, je veux montrer que dans le fleuret, on est un peu un mix de tout, quoi. Voilà. Nous, on est un mix de tout, en fait. On est le mix des 2 armes. Donc, c'était vraiment pour savoir s'il y avait une explication performance, ou si c'était vraiment... Ouais, non, c'est... Okay. Pas d'explication scientifique au truc. Non, même empirique, ça me va, tu vois. Non, mais ça dépend des fois, c'est culturel. Ouais, après, c'est culturel. Hein. Ok. Et sur la construction d'une performance sur une Olympiade, comment est-ce que tu vas gérer ça? Est-ce que, une performance de long terme, pas forcément une Olympiade, mais tu dis, il y a un jeune, il arrive, il a 2 ans pour apprendre le haut niveau. Est-ce qu'il y a des étapes après? Ou après, c'est vraiment au feeling, encore une fois? Des étapes obligatoires. Il y a des étapes de construction que tu mets en place avec lui. On va pas se mentir. C'est déjà arrivé, mais c'est rare que le gars il fasse rien les 3 premières années et d'un coup il se révèle. Ça arrive, hein.
Mais généralement, c'est un peu trop tard et tu sais qu'au jeu, il ne sera pas prêt. Il va faire les jeux. Ok. Ça m'est arrivé. Hein. J'en ai eu un qui n'avait pas fait grand-chose avant, qui n'a pas fait grand-chose après, mais qui n'avait des jeux, a fait ce qu'il lui fallait pour être qualifié au jeu et qui a fait les jeux. Mais finalement, tu te rends compte qu'il n'était pas prêt pour faire les jeux. Ok. Donc, c'est une construction. Il y a des étapes intermédiaires par rapport aux grands championnats déjà. Championnat du monde, championnat d'Europe. Quand tu es jeune, que tu as moins de 23 ans, tu as un championnat d'Europe U23. Après, gagner, ça s'apprend. Voilà, il faut apprendre à gagner. Avant d'être champion olympique, avant de faire médaille au jeu, tu dois apprendre à gagner. Gagner un circuit national, quand tu es jeune, c'est important en senior. Voilà. À un moment donné, il faut que tu apprennes à gagner. Ouais, tu gagnes chez les juniors, mais en senior, tu dois continuer à gagner. Gagner un championnat d'Europe U23, ça prouve que tu sais gagner. Donc, c'est dans ta construction. Voilà. Et donc, il faut apprendre à gagner. Et quand tu commences à gagner, ben, nous, on continue à te développer tactiquement, techniquement, physiquement. De toute façon, on sait comment, en début de saison, en début de saison, oui, on a des fiches par athlète, surtout chez les jeunes qu'on construit. Voilà ce qui manque aujourd'hui, voilà ce dont il a besoin. En fin de saison, on fait un bilan, on dit voilà, là, on y est arrivé, là, on n'y est pas arrivé. Et puis petit à petit, on se rapproche. Alors oui, si tu es performant de suite, c'est mieux. Et encore. Des fois, il y en a qui sont performants de suite et que tu ne vois plus après. Ouais. Je pense que c'est une construction personnelle en tant que sportif de haut niveau que tu dois avoir. Voilà. Moi, le jeune là qui va m'arriver, s'il me dit mon objectif, c'est de faire les Jeux de Los Angeles 2028, ok, je note. Bon, maintenant, comment? C'est là que ça devient plus compliqué. C'est là que ça devient plus compliqué. Donc voilà, après, moi, en tant qu'entraîneur, si tu me parles aujourd'hui de Hailey, je sais déjà ce qu'il va falloir qu'on fasse pour être performant à Hailey. Ça, je le sais. Donc, je sais ce que je vais mettre en place, si c'est encore moi. Mais après, une fois que moi, je sais d'une manière générale de comment on va faire, après, c'est personnellement comment on va faire ensemble. Comment toi, tu vas faire pour toi, comment je vais faire pour toi. Mais ça, on va le construire ensemble. Voilà. Okay. Et après, c'est pareil. J'ai des mecs d'expérience aujourd'hui. Et là, sur les 4 qui ont fait les jeux, bon, j'en ai un qui arrête. J'en ai un, je sais très bien que le système INSEP, ça va être compliqué. Ça fait 10, 12 ans qu'il est là. Donc, il y a des choses qu'il va falloir qu'on change si on ne veut pas le perdre mentalement. J'en ai un, bon, c'est pas papa. Et l'autre, je ne sais pas encore ce qu'il va faire. Donc, il faudra qu'on discute avec lui, comment il voit les choses. Lui, je pense que ça sera année par année. Parce que voilà, il commence à être. Voilà, mais après, ça se construit individuellement. Ok. Comment est-ce qu'on apprend à gagner? Ça m'intéresse. Comment on apprend à gagner? C'est une bonne question, ça. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça se vit pas? C'est toujours pareil. Est-ce que ça ne se vit pas? Je sais pas. Ouais, je vais te faire la réponse bateau. Bah, on s'entraîne et on s'entraîne. Quand je dis on s'entraîne bien. Ouais. C'est-à-dire qu'on met en place les choses pour pouvoir gagner. On est sur les moyens encore. Parce que dire je m'entraîne, si c'est pour faire des séances d'assaut toutes les semaines où tu fais rien, tu fais aucun effort, tu t'investis pas, ça ne sert à rien. Après, tu gagnes. Ouais, je sais pas si ça s'apprend. Je pense que tu le vis. Tu dis, tiens, ce jour-là, j'ai ressenti un truc. Voilà, ça. Et ce que je dis, hein, c'est toujours plus facile de s'entraîner après avoir gagné que quand on. Moi, c'est ce que je leur explique toujours. Hein. Je dis, ce qui m'intéresse, c'est pas de votre entraînement quand vous avez gagné. Hein. Ça, je m'en fous, en fait. C'est de voir comment vous entraînez quand vous avez pris une belle rouste en compétition, où vous avez été nul. C'est ça qui est intéressant. En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, pour moi, c'est quand ça se passe mal, en fait. Parce que quand ça se passe bien, c'est facile, l'entraînement. Je veux dire, quand t'as un mec qui est champion du monde, tu sais très bien que la saison d'après, ça va pas. Et ça, quand ça commence à aller moins bien, c'est là que ça m'intéresse. C'est là comment on va gérer les conflits. Tu vois, on est nul au championnat, enfin, on n'est pas bon au championnat du monde pour se qualifier au jeu. On fait 6e, donc en sachant que les championnats du monde, c'est hyper important pour se qualifier au jeu. Première Coupe du Monde qu'on fait, on fait 13e. Là, tu dis, waouh, la qualif au jeu. Et là, c'est la crise. Hein. C'est la crise à tous les étages. Hein. Toi, tu te poses des questions, les athlètes font la gueule, il y a des conflits qui se créent. C'est là que ça m'intéresse, moi, en fait. C'est là que ça m'intéresse. C'est là, ok, là. Alors, on est vraiment pas bien. Il faut qu'on s'en sorte, on n'a pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place?
Ouais, et j'ai fait des choses que je n'ai pas aimé faire. J'ai enlevé quelqu'un de l'équipe. J'ai fait des choses qui sont pas dans ma nature parce que je suis très humain et le conflit, c'est pas mon truc. J'aime les gens, mais ouais, j'ai été obligé de passer par là. Mais c'est là que c'était intéressant, quoi. C'est là qu'il a fallu que je sorte un peu de mon confort et que j'essaye de... Ça a marché. Si ça n'avait pas marché, on aurait dit, excuse-moi le mot, Aymeric est un con. Tu vois, c'est comme au jeu. Je savais même pas que j'étais filmé, tu vois. Apparemment, il y a un truc qui est passé à la télé où je les insulte après la demi-finale. D'accord? Où je m'énerve vraiment et c'était pas prévu que je m'énerve. Voilà. Je n'avais pas prévu. J'avais dit, je vais rien dire, je vais les laisser pour la 3e place. Puis je les ai pas sentis si touchés que ça, certains. Donc j'ai explosé. Et en fait, mon adjoint, il avait mis un micro. Donc voilà. D'accord? Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai vu après. Donc c'était une émission. J'ai pas vu la séquence. Non, c'était au jeu citoyen. Et derrière, il y avait, je crois que c'était Céline Dumer qui est un autre qui dit, oula, moi, je sais pas si j'aurais accepté, mais sur le moment, voilà, on dit rien et tout ça. Comme je dis, là, on dit, ouais, c'est bien ce qu'il a fait parce que ça a marché. Si on gagne pas la 3e place, faut savoir que la 3e place, on a tiré sur les Américains qu'on n'avait pas gagné en 3 ans. Les gens se rendent pas compte, mais c'était là, ah ouais, le discours, non, je l'ai fait parce que je le sentais comme ça. Ouais. Faut arrêter de dire ça a marché, ça a pas marché. Bon, ben là, ça a marché, ça a fonctionné, mais c'est comme ça. Donc à un moment donné, donc voilà, mais ouais, moi je fonctionne beaucoup au feeling en fait. Je calcule pas ce que je fais. Ok. Et une question du coup, quand tu dis, ce qui m'intéresse, c'est quand ça va pas bien. Par exemple, quand tu as un de tes athlètes qui fait champion du monde, est-ce que tu fais quand même un débrief de ce qui était pas forcément bon pendant la compète ou tu le laisses sur le petit nuage? Bon, généralement, quand tu fais champion du monde, derrière, tu as un mois de vacances. Et après, tu reprends. Cool. Ouais, donc, tu reprends. Donc, généralement, t'as oublié, mais non, mais on en discute, oui, effectivement. Quand tu es champion du monde, oui, quand il a fait 2 fois champion, quand il fait la 2e fois champion du monde, oui, on discute de son match tableau de 32 où il est mené 11-2, quoi. Et ce qui s'est passé sur 20 matchs, ça va arriver une fois, quoi. Les 19 autres, il va les perdre. D'accord? Et je précise, ce n'est pas le coaching, puisque tout le monde a cru que j'avais fait un coaching de ouf à la minute, on a parlé de sa vie. Donc, voilà, le coaching. Mais oui, on en rediscute. On dit, voilà, pourquoi à ce moment-là, pour plus que ça arrive. Ouais. Mais quand t'es champion du monde, t'as pas envie de lui prendre la tête au mec. Hein. Non, mais c'était une vraie question. Non, mais t'as pas envie. Mais après, il faut pas occulter les problématiques qu'il y a eu pendant la compète. Ouais. Parce que là, à un moment donné, ça s'est bien passé parce que Final le gagne. Mais forcément, il y a eu des couacs. Forcément, il y a eu des choses de moins bien. Forcément, mais l'avantage de cet athlète-là, c'est qu'il se connaît, il sait. Ouais. Donc, on peut en discuter comme ça, de manière ouverte. Et il faut pas faire une fixette non plus, quoi. C'est se dire, voilà, on va le travailler à la leçon. Lui, il sait qu'aux séances d'assaut, il va falloir qu'il travaille sur ça. Donc voilà, quoi. Ok. Ouais, donc tu fais confiance au sportif pour se remettre en question sur ce qui allait pas. Oui, parce qu'il a l'expérience. Mais c'est toujours pareil, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. J'ai des mecs qui ont de l'expérience et je les connais. Je sais qu'ils vont l'occulter, le problème. Donc je vais le mettre sous la table. Je vais le mettre devant, je suis obligé. Voilà. Après, champion du monde, j'en ai pas tous les jours. Hein. Déjà, j'en ai eu un qui fait double champion du monde d'affilée. C'est rare. C'est cool. Hein. On va pas se mentir, c'est cool. Hein. Autant la première fois, j'avais pas bien vécu le truc, parce que pour X et Y raison. Autant là, j'avais dit que si un jour ça m'arrivait, je pensais pas que ça allait m'arriver. Bon, ça arrivait 3 ans après, 2 ans après, qu'il y a eu des gens entre-temps. Bon, mais voilà. Mais ça dépend des personnes, en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important de s'adapter aux personnes. J'ai des gens, ils n'aiment pas le conflit. J'en ai un, il n'aime pas le conflit. Ben, je suis obligé de le mettre dans le conflit. Sinon, il avancera pas, le mec. Mais voilà, on se construit comme ça, en fait. Ouais. Aller chercher ce dont il a besoin. Voilà, c'est exactement ça. Bon. Voilà. Mais après, Okay. je te dis, on n'est pas tous faits pour le haut niveau. Hein. Ouais. Quand je dis pour le très haut niveau, parce que le haut niveau, oui, quand tu as des mecs qui t'entraînent, forcément, ils sont là parce qu'ils sont doués. Mais être doué, ça suffit pas. Ouais. Je vais commencer à te poser des questions de la fin, parce que j'ai des questions régulières de la fin. Alors, normalement, je demande des formations que tu conseilles, mais j'ai un peu l'impression que tu m'as dit, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est d'échanger avec les autres. Finalement, la meilleure formation. Ouais, moi je pense que la meilleure formation, c'est se former soi-même aussi à un moment donné. C'est s'intéresser aux choses. La lecture, les rencontres. Oui, il y a des formations. J'ai dit que j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait quand même. Mais après, c'est chacun fait comme il sent. Mais moi c'est beaucoup les rencontres, quoi.
Je me suis formé tout seul. J'ai fait des choses. Enfin, je vais te prendre vite une anecdote pour finir. On m'a demandé d'être entraîneur. Un collègue à moi m'a demandé de l'aider sur un pôle France jeune. Il y a en 2007. Bon, j'ai fait ça bénévolement, d'accord. Donc je donnais des leçons, quoi. Mais en même temps, j'étais arbitre international. Donc je me débrouillais à ce qu'ils me mettent sur les compétitions des gars que j'entraînais, les juniors, pour partir le week-end arbitrer, pour voir ce qu'ils faisaient. Et regarder ce qui leur manquait, regarder un peu ce qui se faisait à côté. Ouais. J'ai fait aussi des stages avec des étrangers. J'ai beaucoup appris aussi. Mais ça, c'est ma manière de faire. Mais je pense que s'intéresser aux autres, c'est vachement enrichissant comme formation. Et ne pas prendre bêtement tout à la lettre. C'est prendre ce qui t'intéresse et ce que tu ressens de bien pour toi et pour les gens que tu vas entraîner. C'est pas aller voir un étranger et regarder sa leçon, par exemple, je parle d'escrime, et recopier à la lettre. Ça marchera pas, ça. C'est pas ta sensibilité. T'as pas la même culture escrime que lui, donc, mais c'est toi, tu dis, tiens, ça, c'est bien par rapport à la distance. Voilà. Et discuter avec les gens. Moi, j'adore. Alors, c'est parce que je deviens vieux, mais j'adore partager mon expérience. Mais vraiment. J'adore. J'ai fait des choses, tu vois, très intéressantes pour les entreprises sur le management. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Je me suis rendu compte, finalement, on n'était pas si éloigné que ça du monde de l'entreprise. Et ce qui m'a étonné, c'est finalement, les gens ont les mêmes problématiques que nous. Voilà. Par exemple, il y a une dame qui me dit, oui, voilà, comment vous gérez les conflits? Parce que moi, les conflits, j'aime pas. Je gère 20 personnes. Oui, ben voilà comment je fais. Après, vous prenez pas, c'est vous. Et je pense que c'est cet échange-là qui va nous enrichir et nous construire. Mais voilà, moi, après, s'il y en a qui veulent faire des formations, n'hésitez pas, formez-vous en prépa physique, en prépa mentale. Voilà. Peut-être qu'un jour, je ferai pour ma retraite, je ferai une formation de prépa mentale. J'aime bien ça. Ça m'intéresse. C'est intéressant. Est-ce que tu as des livres qui t'auraient inspiré, que ce soit dans le milieu de l'entraînement ou pas, à conseiller? Non. Non, j'ai pas de... Oui, mais enfin, après, j'ai lu des livres, alors je sais plus les titres, mais tu sais, sur la prep physique, les bibles de la préparation physique, je sais plus comment ça s'appelle, il y avait un gros livre comme ça. Didier Rey, c'est Pascal Prévost. Comment? Didier Rey, c'est Pascal Prévost. Voilà, ça, je l'ai lu, très intéressant, même si... mais j'aime bien lire les livres de partage d'expérience, tu vois, mais sur tous les sports. Tu vois, j'ai adoré le livre, on va dire, le mec, il se la pète, mais de Pep Guardiola. Je l'ai lu, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré ce livre-là, avec ses anecdotes, ses trucs, voilà. J'ai plus d'idées en tête, mais j'ai lu plein de choses comme ça. J'aime bien lire des articles, tu vois, sur les gens comme Olivier Crumble, sur le hand, sur Guillaume Gilles, sur le basket, Vincent Collet. C'est à l'opposé de moi, en fait. C'est un sport co, et moi, je suis un sport individuel, mais t'apprends des choses. Dans la lecture, dans des articles, voilà. Donc, je lis beaucoup des trucs comme ça. Ça m'intéresse. Voilà. Okay. Après, le reste, la philosophie sur la prep mentale. Oui, j'avais lu un livre sur la prep mentale. Je sais plus comment il s'appelle. Tu vois, les titres, je retiens pas. Je suis une catastrophe. Je suis désolé pour le podcast. Je suis une catastrophe. Je suis pareil que toi. J'ai un problème avec les titres. Souvent. Mais voilà, je suis plutôt sur le partage d'expérience. Pareil, j'en ai pas parlé, mais j'adore regarder les insights, tu sais, les séries dans les clubs. Ouais. Voilà, j'ai regardé un truc sur le football américain, sur le basket, sur encore Manchester City, comment ils vivent, voir les problématiques. Alors oui, c'est scénarisé, je suis d'accord, mais tu peux voir des problématiques. J'ai regardé sur Solid Arsenal, sur la gestion des conflits à un monde, et ça, j'adore. Ça, j'adore, et je me nourris de ça, en fait. Même si je ne suis pas dans le foot, je ne suis que dans l'escrime, mais on peut apprendre. On a les mêmes problématiques. Voilà, finalement. On apprend. La question la plus difficile. Qu'est-ce qu'un bon entraîneur pour toi? Mec qui a des résultats. Ok. T'es jugé sur ça, hein. T'as des résultats, c'est un bon entraîneur. Alors, on va me dire, ouais, mais il y a des bons entraîneurs qui n'ont pas de résultats parce que, oui, on va pas se mentir. Si t'as pas un groupe quel niveau, tu peux être le meilleur entraîneur du monde. Mon premier entraîneur, il m'a toujours dit, d'un âne, t'as fait pas un cheval de course, on est d'accord. Hein. Mais aujourd'hui, quand t'as un groupe qui est bon, quand tu fais du haut niveau,
c'est les médailles qui comptent, quoi. Je leur dis, moi, je pense que j'ai un groupe qui est fort. S'il n'y avait pas eu de médaille, ça serait inquiétant. Tu vois, et on pourrait dire, non, il n'est pas bon. Alors, t'as toujours les mauvaises langues qui vont dire, bah oui, il est bon parce que le groupe est fort. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, tu dois amener ta patte, tu dois amener des choses si tu veux que ton groupe soit performant. Donc voilà, pour moi, un entraîneur fort, quand il a un groupe qui est bon, c'est le mec qui fait des médailles. On retient que ça. De toute façon, on ne retient que ça. On ne retient que ça. Je veux dire, aujourd'hui, ce qu'on retient de moi, c'est que je fais des médailles olympiques. Sinon, si j'avais pas de médailles olympiques, je serais pas ici ou je serais pas, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est important. Et je le sais que tous les 4 ans, on est jugé sur ça. Et je sais que j'aurais pu faire mieux aux Jeux de Paris et je l'ai encore en travers, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais oui, le bon entraîneur, c'est qui fait des médailles. Après, chacun sa méthode. Tu as la méthode directive, tu as la méthode comme la mienne, il y a 20 000 méthodes. Chacun fait comme il sent et comme il veut. Trop bien. Je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, c'était très sympa. C'est la première fois que je fais un podcast, c'était cool. Voilà, après, si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas. Si les gens ont besoin de réponses à des questions, bah, je leur répondrai volontiers. Voilà. Mais en tout cas, c'était très sympa. Aymeric, merci. De rien, merci. Nous revoici, j'espère que l'épisode t'aura plu. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, ça pourra créer un échange. Et si tu as d'autres questions, tu sais où nous trouver sur le Club des entraîneurs. Comme d'habitude, tu trouveras le lien en description. Une dernière chose, la semaine prochaine, tu sais que maintenant je te dévoile les futurs invités, ce sera avec Jean-Marie Péoche. Salut!